Salut à tous et bienvenue dans l'antre des maraudeurs qui cette semaine va traiter sur le sujet de Stranger Things. Et nous allons du coup échanger, débattre pendant une heure et demie autour de cet univers qui va vous faire fouiller et trouver des choses dans le monde où nous sommes, mais aussi dans le monde à l'envers. Et c'est pourquoi nous allons devoir nous perdre pour trouver l'impossible. Et pour trouver l'impossible, je peux compter sur mes deux fidèles guerriers, chevaliers Jedi ou autres sorciers, qui sont Bertrand et Théo. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va, merci, et toi? Bah, ça va bien. Ça va très bien, merci. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter, alors qu'on m'a dit quelque chose, que c'est ce week-end, pardon, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire dans votre vie? Ah bah ouais, on a été à la convention de la nuit des livres Harry Potter, c'est ça? C'est ça. Bah écoute, tu y étais aussi, Florentin. Et Tout à oui, en fait, on a fait la convention Harry Potter, la nuit des livres Harry Potter, donc qui s'est tenue à Deauville. On a pu, alors, on en parlera plus dans la prochaine émission, puisqu'on fera du Harry Potter sur la prochaine émission. Mais pour dire simplement quelques mots, on peut dire qu'on a rencontré les doublages français des voix. Donc des voix de Harry, des voix de Ron. On a aussi vu Tina Goldstein et puis Gellert Grindelwald, donc la voix de Johnny Depp, qu'on a enregistré. Donc ces voix-là, on les a enregistrées, mis à part Tina, et qu'on va vous faire passer maintenant dans les podcasts comme intro. Donc vous découvrirez ça la semaine prochaine. Pour vous. Effectivement, juste pour vous. On a aussi rencontré Victor Crumb. Alors une dédicace et puis une photo. Donc il nous en a fait une pour l'Antre des Maraudeurs, que vous pouvez voir sur nos différents réseaux sociaux. Et donc voilà, après on va pas s'attarder trop sur la convention en soi, elle était vraiment top, mais on en parlera plus la semaine prochaine. Donc voilà, en tout cas c'était très sympa. Mais en tout cas, vous allez bien. Ça va. Bah ça va super bien. Ouais. Très bien. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ce jour de 9e émission de podcast de l'Antre des Maraudeurs. Car oui, pour la première fois de sa vie, depuis que l'Antre est né, eh bien, nous accueillons aujourd'hui notre premier invité. L'abonné numéro 1, Robin. Salut Robin. Salut à vous, bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir. Salut. Donc, Ça me fait plaisir. Oui, donc Robin, est-ce que tu peux dans quelques mots te présenter? Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Ta coupe de cheveux. Ce que tu veux. Oui, voilà, tout Vas-y, simplement. Non, mais tout simplement nous dire pourquoi tu as tenu à venir, ton sujet. Parce que Stranger Things, on a bien compris, c'est ce qui te passionne en ce moment dans le monde de la série, on va dire. Me passionne, j'aime pas trop le terme, On, mais on te confond souvent avec Dustin. c'est à cause des dents, c'est ça. Non, mais bon, moi je suis un fan, j'aime pas le terme, mais je suis un client Est-ce que très t'as un mordu? régulier. T'es mordu? J'ai regardé plusieurs fois déjà la saison 2 et 1 depuis 2 ans. J'ai déjà regardé au moins 3-4 fois chaque saison. D'accord. Non, mais j'aime bien, il n'y a pas de problème, hein, mais j'aime pas trop la case fan. C'est Ok. tout. Très bien. Eh bien, nous sommes très heureux. Je suis disposé à en parler. Ah oui, mais c'est pour ça que tu es là. Et nous sommes donc très heureux, au nom de l'Antre des Maraudeurs, de t'accueillir ce soir dans cette émission qui traitera d'un de tes univers que tu affectionnes tout particulièrement. Et bien voilà, je vous remercie. Et ce n'est pas tout dans les nouveautés de l'Antre des Maraudeurs, car oui, nous avons un auditeur régulier, donc on peut le nommer Kevin, qui suit nos podcasts avec intérêt et qui nous a posé notre première question. Et pour la première fois, donc encore une fois de sa vie, l'Antre des Maraudeurs va lancer sa première chronique, la Cantina. Et bien du coup, nous allons compter sur Bertrand pour nous lire et nous dire la question de Kevin, et nous allons pouvoir donc répondre tous ensemble en direct à cette question. Tout à fait, donc c'est Kevin sur YouTube qui nous pose la question alors au sujet sur le podcast Voldemort que l'on a fait. Alors d'abord il me souhaite un bon anniversaire, merci Kevin. Et donc sa question, alors je vous la lis. Petite question concernant l'âge des acteurs ayant joué dans le fan-film. Vous n'avez pas été perturbé par le fait qu'ils aient tous le même âge, en apparence en tout cas, alors que certains des personnages n'étaient par exemple qu'en 2e année? Pour comparer Grisha qui est en 2e année à notre bon Ron Weasley lors de sa 2e année, il y a un petit souci d'apparence physique. C'était un détail, mais lors du visionnage, j'ai été surpris d'apprendre qu'elle n'était seulement qu'en 2e année.
Donc vous l'aurez compris, ça questionne sur l'âge des personnages, en tout cas l'apparence. Est-ce que ça vous semble crédible ou non? Alors crédible oui et non, après je pense que dans Fans Film, il y a aussi fans et je pense que c'est des personnes, enfin c'est plus une troupe et ils ont fait en lien avec... Ils ont pas fait de casting quoi. Voilà, il n'y a pas eu un gros casting avec là. des personnages, etc. Ils ont dit bah on va faire avec ce qu'on a, avec du maquillage, avec ce qui est mis en place. Donc oui, après évidemment ça aurait été un film Warner Bros. Nous parlant d'Harry Potter ou d'un autre gros film, une grosse franchise, ça aurait pu être perturbant, où on aurait relevé. Après là, pour le coup, moi ça m'a pas dérangé. Dans l'esprit où ça n'a pas spécialement... Enfin, je comprends, moi, en fan film, ça m'embêterait de pas être dedans. Donc, si c'est ça, oui. Après, déranger, bon, moi, ça m'a pas dérangé. Mais moi, j'ai toujours cette image... si tu prends les films American Pie, tout ça, les gars qui sont censés avoir 15-16 ans, qui ont une bonne trentaine, et déjà dans les films américains, ça se fait beaucoup. Bon, là, c'est un fan film italien. Effectivement, ça se voit. Mais ils ont quand même... Enfin, ils font jeunes aussi, enfin, ça me perturbe pas plus que ça. Il y a combien d'écart concrètement? Non, il y a quand même, ils sont censés avoir... C'est de 11 à 17. C'est vrai que non, mais Grisha, par exemple, en deuxième année, est censé avoir 12 ans. On voit qu'elle a pas 12 ans. Ah bah non, elle a pas 12 ans. Non, mais c'est clair. Ans, Après, ils auraient pu prendre une plus jeune, etc. Mais, et tu vois, d'un point de vue aussi scénaristique, imagine une enfant de 12 ans qui est amoureuse de Voldemort. Ouais, bien sûr. Tu vois, ça dérange. Ah, ça dérange, ouais, complètement. Parce qu'autant tu vois Voldemort à 17 ans, là ça va. Alors lui, il parlait plutôt de Grisha, je pense. Mais effectivement, Grisha, elle fait pas 12 ans. Non, c'est vrai. Après, voilà, je pense qu'il faut passer outre, même si effectivement, c'est vrai, on n'est pas dans l'exactitude au niveau de l'âge. Ouais. Théo? Bah, c'est vrai que moi, j'ai pas trop fait le rapprochement. Après, si tu mets pas Ron à côté, c'est pas plus perturbant que ça. Oui, après, c'est sûr que si t'as Ron dans le même film, qui est à la même année que Grisha à ce même moment, je pense qu'il y a moyen d'avoir une sorte de... C'était un petit tic, tu vois. Après, moi, non, j'ai pas fait plus attention que ça. En fait, ils pensent pas au premier... Moi, j'avoue que j'y avais pas pensé. Non, mais j'avoue que j'y avais pas pensé non plus, parce qu'en fait, le quatuor ayant le même âge à peu près, eh bien, tu te dis qu'il n'y a pas de... Voilà, il y a pas un écart significatif, mais c'est vrai, quand tu mets les choses en perspective, oui, elle a pas 12 ans. Non, c'est clair. Robin, tu l'as vu, toi, le fan film Voldemort? Non. Même après, je peux quand même vous parler de quelque chose que j'ai pas vu. Mais je suis pas sûr que ça soit très constructif pour la communauté. Non, on va non, c'est bien, merci. Tu nous diras ça dans un bonus podcast. Ouais, c'est pas de souci. Ok, eh bien, Théo, on te laisse remercier Kevin. Eh bien, merci Kevin pour ta question. Franchement, pour une première, c'est pas si mal. Et puis, merci beaucoup. Tu te débrouilles vachement bien. Ouais, tu te débrouilles bien pour les questions. On t'aime. Non, mais en tout cas, ouais, c'est sympa. Et puis, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, on répond à tout. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Et donc, on compte sur vous pour la suite des questions et continuer à créer cette cantine. Donc maintenant, plongeons dans l'univers Stranger Things, où nous allons pouvoir justement débattre de tous ces éléments. Donc d'abord, Stranger Things va concerner la saison 1 et 2. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste en débattre que d'une seule, ou on va pas faire 2 podcasts comme on peut faire avec les films, ça va être juste les 2 saisons regroupées. Et donc du coup Stranger Things, qu'est-ce que c'est? Donc d'abord c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis, à Hawkins plus précisément dans les années 80, dans une petite ville calme. Se déroulent subtilement des phénomènes étranges, des disparitions, des êtres fantastiques voire paranormaux viennent troubler la paix de ce lieu. 4 préados, donc Mike, Dustin, Lucas et Will, donc qui sont très amis, fans de fantastique et de science-fiction, se retrouvent au milieu de mystères indécryptibles en rencontrant des gens ou des personnes étranges, comme Elf, qui deviendra leur ami au fur et à mesure de la saison et qui vont devoir se rencontrer, et seront confrontés à des adultes et des mystères, donc ils vont devoir aussi, il y a aussi une confrontation enfant-adulte, et état enfant, enfin voilà, ça prend des proportions assez énormes. Et donc du coup, ils vont affronter leur destin et découvrir de nombreux amis qui s'uniront par la force des choses à travers le film afin de combattre un mal commun. Est-ce que vous avez des choses déjà à rajouter sur Stranger Things ou pour vous ça correspond globalement? Non, ça correspond globalement. C'était un bon résumé. Merci. Synthétique. Après, juste au niveau d'Elf, quoi. Enfin, elle est connue dès le début au niveau de sur voilà, de 11. C'était pour citer après, un peu de personnages importants. Elle est plus connue sur Elf, quoi. Très bien. Et bien commençons avec donc les top et flops de l'antre des maraudeurs. Donc Bertrand. Eh bien, mon top. Alors, j'ai noté plusieurs tops, plus de tops que de flops. Alors, je vais mettre l'accent sur l'ambiance 80s. Moi, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant cette semaine. Donc cette ambiance années 80 que l'on a sur les 2 saisons, à savoir
au-delà même alors des coupes de cheveux, des apparences physiques, de tout ça, je trouve que ça va beaucoup plus loin. On a une ambiance musicale qui porte toute la série, au-delà même du synthé qu'on entend assez souvent, qui est assez caractéristique de l'époque. On a aussi les groupes de l'époque, on entend Scorpion, on entend les Clash, on en entend d'autres. Au niveau des films aussi, tu vois, dans la chambre de Jonathan, il a, je sais plus, c'est Hellraising, non, peut-être que j'ai une connerie, Oui. mais il a une affiche et t'as... Ou même dans la saison 1, dans le cinéma, quand Ouais. c'est Terminator qui a l'affiche. quoi. C'est Esprit d'équipe. Non, c'est Sur Terminator. sur le cinéma Dawkins. Ouais, c'est Au c'est- moment t'en où, as deux films, hein. où Steve tac sur les c'est- murs. c'est l'Esprit d'équipe. Ouais. C'est certain. Pour moi, c'est Terminator. Mais... Parce que en fait, généralement, après, sur les il y a cinémas, en il y a fait, une t'as des référence en castes. tout cas. T'as deux affiches, donc peut-être que d'un côté, Non c'est mais Esprit d'équipe, effectivement, il y a Terminator, hein. peut-être. Je sais que le film qui se joue c'est Esprit d'équipe, mais que tu as effectivement peut-être Terminator qui est quelque part. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais il y a moi, encore des références, c'est partout, ça c'est vrai. c'est clair. Et puis même dans la saison 2, on voit sur la campagne électorale Reagan-Bush, tout ça. Et en fait, je trouve que D'ailleurs, l'ambiance. tu vois la photo de Reagan, je crois, dans le 1 au poste de commissariat. Ah, c'est possible. Il me semble. J'ai pas fait attention. Mais en tout cas, tout ça. Je trouve qu'en plus, alors dans les années 80, on n'a pas une technologie qui est ultra développée Mhm. et ça prête vraiment à tout cet univers un petit peu fantastique parce qu'on peut pas taper sur Google monstre qui fait ça ou aujourd'hui en 2018 on aurait accès à beaucoup d'informations que eux évidemment doivent se débrouiller par eux-mêmes avec les moyens de l'époque et ça rend justement ce genre de mystère encore plus prenant et je trouve que l'époque choisie est parfaite. Bon, moi, je vais rebondir tout de suite. Alors, ça, c'était aussi mon top. D'accord. pour te dire. Mais du coup, je partirai sur autre chose. Mais je suis entièrement d'accord. Je trouve ce côté très vintage et c'est vraiment génial de se retrouver dans ces choses-là. Notamment dans la saison 2, dans la salle d'arcade, Ouais. les débuts de Donjons et Dragons. Donc, C'est ça. Avec Théo, on aime beaucoup les jeux de rôle, donc du coup, ça nous parle tout de suite. Et puis, il y a un côté aussi, ça aborde des univers que nous, on aborde d'abord dans nos. Oui, Star Wars, Dans par exemple, Star les Seigneurs Wars, des Anneaux. le Seigneur des Anneaux, il en parle. Donc voilà, déjà, ça nous a touché aussi. Mais ce côté très vintage, je le trouve vraiment agréable et je trouve qu'avec tout l'univers du monde à l'envers de Stranger Things, enfin, je trouve que ça colle vraiment énormément Ouais, ça fonctionne, et ouais. j'adore vraiment ce côté. Tu sais, j'ai une petite anecdote d'ailleurs, parce que tu parles de Donjons et Dragons, mais tu vois, ils ont la petite figurine Démogorgon. J'ai lu qu'en fait, donc si tu resitues dans le contexte, en fait c'est en 1980. La sortie officielle de la figurine sort en 1980. Donc c'est techniquement ouais. impossible qu'il aille avant. Alors, Après, non, je sais ouais, pas ouais. si c'est 80 piles. Hein. non, moi je vais vous dire, c'est la saison 1 84. c'est 83 et la saison 2 84. Ah, ok. Donc, du coup, Ah, c'est d'accord, bon. bah non, bah du coup, bah, c'est pas du tout. Et bien, une anecdote qui tombe à l'eau. Ouais, effectivement. Ok. Théo, ton flop. Top. Moi, mon top, pour moi, c'est Jim Hopper. Ah ouais, Oh, vous êtes sérieux, vous m'avez pris les deux. Ouais, mais Jim Hopper, il est juste trop stylé hein, parce que déjà, enfin, c'est le commissaire d'une petite ville généralement. Enfin, le commissaire, il prend son job à cœur, mais il est un peu pas laxiste, mais voilà, il rentre avec la clope au bec, il prend une pomme, il est dégueulasse, il la jette à la poubelle. Enfin, je veux dire, plein de trucs comme ça. Après, il aide Joyce, mais apparemment, il la connaît depuis longtemps, de longue date. Ouais, ils ont Parce été qu'il à l'école ensemble. la connaissait au lycée, du coup il l'aide directement. Ensuite il se familiarise très rapidement avec les enfants, il les aide dans tout ce qu'ils font. Il les aide, il va chercher tout ça avec. Alors qu'au final, à part d'être le shérif, il a aucun lien normalement de base avec les enfants ou quoi que ce soit. Mhm. Ah, mais justement, Vas-y, justement vas-y, c'est ce qui peut être intéressant aussi, c'est que les liens, tu les connais pas encore. Oui, Mais c'est moi, ça. du coup, ça a un lien aussi avec mon top, mais du coup, Mm. tu verras juste après. Mais... Ouais, puis surtout, moi, c'est surtout dans la scène finale de la saison 1, quand il est avec Will, tu vois des flashbacks avec sa fille quand elle a le cancer, quand elle a le cancer, on suppose que c'est un cancer d'ailleurs. Quand elle est avec le masque, ils font du massage cardiaque, t'as Jim Hopper, il est en train de vas-y, non, lâche pas, il donne des coups et tout. Bon, moi, j'ai eu des frissons, je cache pas que j'ai versé une larme parce que franchement, quand t'es dans le contexte, il est magnifique. Bah, moi je suis d'accord, alors moi du coup c'était mon deuxième top, mais je me fais voler tous mes tops. Peut-être J'ad- que je passe avant, comme ça je peux peut-être... Exactement, ouais. Et je pense que ça peut être ça en plus. Non mais Hopper, franchement j'adore, c'est mon personnage, vraiment comme tu dis dès le départ il a un côté qui est très... il est dans une petite ville, il se passe jamais rien, enfin voilà, il est en mode genre c'est la routine, sa vie elle a pris une tournure tout autre. Depuis le décès de sa fille, voilà, il a perdu sa femme, ils sont séparés, il arrive, on le retrouve en tant que misérable en fait, et puis il dirige la police d'une petite ville, point. Et là il se passe plein de choses, alors je suis pas d'accord sur un truc, c'est, dans un premier temps il fait pas forcément confiance aux enfants, il est pas Non, en j'ai pas mode- dit j'ai pas dit qu'il faisait confiance, j'ai dit qu'il il les vient aidait. les aider. Il vient Ouais, les mais, aider. alors oui, non, il va pas tout de suite les aider. Il va faire son truc de son côté. Il va se rendre compte au final, ça a un lien et qu'il travaille avec eux. Enfin, il va le faire
contre son gré, puisque en général il le voit en tant que père, disant les enfants allaient loin, Ouais. mais ça va être entremêlé, ils vont se retrouver à des endroits en même temps. Oui, puis à la base, il n'a pas la fibre. Non, pas du tout paternelle. Enfin, On le voit surtout dans la saison 2. Au final, il l'a, mais il l'a peut-être perdu, quoi, justement. Non, moi ce que j'aime bien chez Hooper, c'est justement, comme vous dites, c'est plus son évolution. C'est-à-dire Ouais, qu'il part carrément. sur quelqu'un de très terre à terre. C'est ça, ouais. Et puis ça pourrait être presque, alors, je vais pas dire monsieur tout le monde, Même mais abîmé, hein. ouais, non, mais même abîmé. Et puis en fait, c'est lui, à travers lui, tu vas prendre conscience des choses et son point de vue évolue. Et c'est vraiment ça que j'aime bien chez lui. Et son évolution dans la saison 2, j'aime pas toutes les évolutions, mais la sienne, je l'aime beaucoup. Et on voit le lien justement qu'il développe avec Elf. On voit que justement il a à rebours, c'est un peu avec Sarah, donc sa fille, il la voit un peu comme Ouais, telle, et c'est ça. c'est pour ça qu'il la surprotège d'ailleurs. Et moi, je trouve que c'est vraiment le personnage, pour moi, qui a une évolution qui est vraiment. Il devient vraiment. Plus le temps passe et plus tu l'as fait. Moi, plus je l'ai aimé. C'est Franchement, clair, ouais, c'est clair. c'est vraiment non seulement dans le 1, c'est mon top, mais dans la saison 2, c'est vraiment mon top parce que tout ce qu'il fait en général, je trouve que c'est vraiment génial. Ouais, c'est vrai. T'as un Robin. Bah du coup, moi je vais repartir sur le côté vintage, mais même tu parlais tout à l'heure de la communication, etc. Mais ça véhicule aussi quelques valeurs que nous on a pu avoir dans nos jeunesses à nous, mais voilà, de sortir en vélo, d'aller voir son pote un peu plus loin, de pas forcément avoir tout le temps son téléphone ou son truc. Donc il y a ce côté-là aussi qui est agréable à voir et qui nous remet quelque chose en tête qui nous fait plaisir. Mais du coup, je vais repartir sur autre chose. Moi, je pars sur Joyce, justement. Au niveau de mon top, c'était ça, ta troisième. Voilà, 3 tops, 3 vols. Bah, je suis Non, désolé. mais pas de soucis. Mais un peu pour les mêmes raisons que Hooper, mais aussi pour l'actrice et pour l'intelligence aussi du casting. La petite référence à Alien, l'actrice qui, mine de rien, tient quand même plus que la route. Honnêtement, son rôle qui est plutôt pas mal aussi, qui est torturé, t'as une part d'ombre un peu comme Hooper aussi, notamment avec Hooper, hein, tu sais pas ce qui s'est passé, t'aimerais bien savoir concrètement ce qui s'est passé, parce que dans la saison 1, tu vois un peu une rancœur entre l'ex-mari de Joyce et Hooper, tu sens qu'il y a un terrain un peu glissant. Donc pour tout ça, je trouve que Joyce, elle est vraiment au centre de l'histoire, Jonathan, Will, voilà, moi je trouve que pour le coup, c'est mais un peu comme Hooper, cela dit. Hooper, son évolution, elle est... Moi je te rejoins carrément dans le sens où en fait Joyce comparé parce qu'elle a perdu quand même son fils, enfin je dirais, c'est pas où il est quelque part, on sait pas. Et au lieu de jouer la mère abattue qui reste dans son coin en pleurant, en disant ouais, il faut m'aider, quoi que ce soit, elle va se battre, elle va y aller, elle va chercher, quitte à prendre des risques en allant directement dans le laboratoire et tout. Et franchement, moi je trouve que c'est un gros point positif enfin ça enlève le stéréotype de la mère qui reste en pleurant son enfant. Elle, pour le coup, elle va vraiment y aller avec l'aide de Jim Hopper. Mais elle va y aller, elle va combattre jusqu'au bout. Ouais, et au final, elle va réussir à le revoir. Elle va carrément dans la saison 2, elle va très loin. Même, oui, non, c'est la saison 1 qui va dans le monde à l'envers. Oui, mais elle va carrément dedans. Oui, ouais, carrément, bah oui, c'est ça. Non, et puis on parlait un peu de l'actrice, donc c'est Winona Ryder. Vous disiez que c'était une bonne actrice, moi je trouve, c'est la meilleure. Pour moi, dans Stranger Things, c'est celle qui me marque le plus. Je trouve que c'est vraiment la meilleure. Purement, je pense que c'est la meilleure actrice. Moi, je crois qu'une des scènes préférées avec elle, justement, c'est dans la saison 1 où elle pète les plombs et elle voit que. Donc elle est là, personne. Enfin, à un moment, on se dit, est-ce qu'elle pète vraiment pas littéralement les plombs et que. Tu vois, parce qu'on connaît pas encore Stranger Things et on se dit, bah, est-ce que le monde. Enfin, on sait pas que le monde à l'envers existe. Bon, bah, et c'est ce phénomène un peu paranormal qui nous amène à dire il y a des lumières, il y a machin, et ce moment-là où elle met des lumières partout, où elle dialogue, elle met l'alphabet sur le mur, etc. C'est excellent. Là, elle est magnifique. Et franchement, moi, pareil, j'ai adoré. Du coup, c'était mon troisième flop, mais malheureusement, je ne peux. Non, et puis on la voit beaucoup comme ça, mais il y a aussi l'aspect de la vie assez générale quand même, de la séparation des couples, etc. Et de son relationnel avec Bob dans la saison 2, où là tu vois une autre facette un peu de sa... Elle est plus apaisée, elle veut faire confiance en tout cas, et tu sens que le personnage est beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît. Comme ça, a priori, tu as juste l'impression que c'est une mère torturée qui a perdu son fils. C'est quasiment une des seules fois que tu la vois rigoler. Hein. Bah oui, mais du coup, c'est une évolution par rapport à la saison 1. Dans la saison 1, c'est vrai que pour le coup, elle prend cher dès le début et jusqu'à la fin, quoi. Donc, enfin non, à la fin on entrevoit qu'elle est un peu contente, mais bon, nous, on sait qu'elle n'a pas de raison d'être. Elle essaie d'oublier un peu tout ça, quoi, de passer à autre chose. Ok, et bien mon top à moi, donc le top de dernière seconde, ça va être le sort de twist monde à l'envers. En fait, je trouve que le monde à l'envers, alors de la saison 1, moi je me disais, alors je parle vraiment que de la saison 1 pour le coup. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, c'est quoi la solution ? Je comprenais pas, j'étais perdu. Et le fait qu'il y a un monde à l'envers, la même chose, mais de l'autre côté du coup, j'ai trouvé ça absolument génial. Le fait d'y aller, que ce soit complètement obscur, noir, tout soit détruit, que ce soit... et puis on comprend même pas encore aujourd'hui qu'est-ce que c'est exactement ce monde à l'envers ou autre.
Le fait, quand j'ai découvert vraiment ce monde à l'envers là, j'ai trouvé ça vraiment génial et bluffant. Et aujourd'hui encore, comment dire, ça m'impressionne beaucoup. Et je me demande comment ils vont faire. Ça t'intrigue. Ouais, ça m'intrigue. Pourtant, c'est d'une simplicité affolante au départ, quoi. J'ai lu d'ailleurs qu'apparemment, les Duffer Brothers, c'est ça, les créateurs de la série originale, en fait, ils ont tout gardé pour la saison 3 et qu'ils avaient un plan détaillé du monde à l'envers, qu'ils avaient tous les schémas en fait pour créer. Donc je pense que dans la saison 3, on aura vraiment un truc bien lourd du monde à l'envers. Il paraît qu'on voit vraiment une partie infime de ce qu'on peut voir dans le monde à l'envers. Je pense que ça répartit, du coup, si on part du principe que c'est un monde parallèle, du coup, on part du principe qui fait la même taille que le monde réel, donc oui, effectivement, c'est plus grand quoi, que Hawkins, hein. Mais c'est un peu la particularité aussi de cette série, c'est que tout est centré sur cette ville-là, alors que t'as l'impression que le reste des États-Unis n'existe plus. Enfin, il y a quand même quelques problèmes notables dans cette ville, quoi. Enfin, il y a des choses qui sont visibles. Hein, oui, c'est clair. Mais je suis d'accord avec ça. Mais il y a beaucoup de top quand même dans ce genre de série. Moi j'avais très envie aussi de parler de Steve par exemple, mais on aura l'occasion d'en reparler après. Mais il y a quand même on détaillera les personnages juste après. Vos flops, Baberton. Eh bien moi mon flop, c'est une série qui mine de rien inclut beaucoup de mystères et l'un des principaux mystères c'est le monde à l'envers. Mais moi j'ai mis le mystère pour une autre raison, c'est peut-être purement subjectif, mais moi j'adore dans ce genre de série, moins j'en sais et mieux je me porte. Et là, en fait, ce que j'aime pas, c'est dès le départ, je crois que c'est la scène d'ouverture, on voit le gars qui est dans le labo d'Hawkins, et je trouve qu'en fait, le labo d'Hawkins, et ce que ça implique, on va en voir trop. On va en voir beaucoup trop. Et ça me gêne, c'est une direction qui a été prise, et on veut nous montrer un peu les deux facettes en gros, ça aurait été mieux de le mettre plus loin dans l'histoire, quoi. Moi, j'aurais aimé qu'on le découvre par le biais justement des héros, des personnages principaux. J'avoue, Jim il y va, puis il découvre tout de suite. Moi je suis pas d'accord. Et pas voir. Non mais d'accord, mais c'est pour ça que j'ai dit c'est peut-être purement subjectif, mais moi je trouve que montrer tout ce mystère là dès le départ et même que le labo affiche justement avec dans la saison 2 l'ami Jonathan et puis Nancy, tout ça moi en fait toute cette partie là je l'aime pas parce qu'on nous donne des éléments de l'intrigue que j'aurais aimé découvrir de toute manière. Alors, Robin va réagir. Non mais je vois ce que tu veux dire, je comprends au niveau de l'intrigue. Après moi ce que je vois aussi c'est que le début de la saison 1 justement, le moment dans le labo, moi c'est un des trucs qui m'a fait, enfin les séries, le premier épisode, le début, l'entame, c'est ultra important. Et là, t'arrives dans une ambiance, t'es dans une ambiance auquel tu comprends rien, parce qu'il faut quand même, au départ, tu comprends quand même rien. Donc l'intrigue, elle est quand même toujours là, sauf qu'elle est stimulée, quoi. Et direct, tu passes à cette scène-là où il s'enfuit dans l'ascenseur et hop, à toute, quoi. Et après, tu reprends ton fil de vie normal à Hopkins. Et justement, moi, je trouve que dès le début, ça te plonge, ça t'accroche directement. Moi, c'est mon avis. Après, je peux comprendre qu'aussi, il y ait des moments dans la série aussi où on apporte un peu trop facilement les réponses aux questions et que du coup, ça peut être un peu décevant. Moi, je trouve que, je vois, comme Robin, je suis d'accord avec toi, enfin, je vois ce que tu veux dire au moins. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que moi, je trouve que très vite, en fait, on te fait oublier ce laboratoire au final. Pendant quelques épisodes, Et tu vas très vite ailleurs. Et ça t'oublie presque même qu'il y a une menace. Et quand il y a la menace, tu fais putain, en fait, ça existe. Il y a quelque chose qui est là. Et des fois elle est là, des fois elle est pas là. Enfin, moi j'avais tendance très vite à l'oublier. Et au final, je trouve pas qu'on l'ait beaucoup vu. Et moi, ce que j'ai aussi aimé, et je trouve que ça qui est bien, c'est que en fait, t'as une double menace quand tu te mets à la place des ados. Tu te dis non seulement t'as ce qu'on appellera le démon Gorgon, le monde à l'envers qui sera là, mais t'as aussi l'État via les scientifiques, etc. Voire même l'adulte, hein, de manière globale. Et l'adulte, parce qu'il y a aussi le jeu de mensonges avec la famille, etc. Il y a quand même, c'est quand même eux qui sont le centre. Ouais, carrément. Et moi, je trouve que justement, c'est bien de mettre. Enfin, tu te dis, bon, ok, t'as le démon Gorgon, tu t'en sépares, mais comment tu vas faire pour que l'État te laisse tranquille? Mais au final, l'État te laisse tranquille, mais t'es pas sorti de l'affaire. Enfin, t'as trop de problèmes en fait. Ouais, mais moi en fait, j'aurais aimé justement qu'on découvre tout ça d'une autre manière et que ces fameux représentants de l'autorité, tout ça, qu'on sache pas forcément qui c'est au début et qu'on se fasse qu'on théorise là-dessus et qu'en fait on ne mette pas tout sur un plateau. Après, est-ce qu'on a réellement toutes les réponses justement sur le labo, sur les gens qui le dirigent? Ok, on voit à la fin et encore c'est des milices privées, c'est même pas l'armée au départ, donc tu sais pas réellement quel est le degré. Donc, sur la mort, sur l'enterrement qui est enfin assumé par l'État, c'est la raison, c'est pas la vraie raison, c'est une fuite toxique, je crois. Donc ça c'est dans le 9. Donc oui, c'est dans la saison 2. Ouais. Mais du coup, il y a quand même des intrigues au final où t'as pas de réponse. C'est un peu comme Joyce et Hooper. Voilà, tu sais qu'il y a un truc, mais tu sais pas exactement ce que c'est. Après, tu te doutes. Mais tant que t'as pas la réponse, moi, je suis toujours dans l'attente de. Mais moi, je trouve que c'est bien fait. On te sème des petits trucs
et puis t'en fais ce que tu veux, et au bout d'un moment tu fais ah bah oui tu comprends. Mais tu sais très vite d'où vient la menace. Tu sais que ça vient du labo Dawkins. Alors Oui, que assez si on te le met Ouais, pas. mais tu n'y as pas accès. Non, d'accord, tu n'y as pas accès, mais tu le sais. Tu le sais, alors que moi j'aurais préféré vraiment être dans l'inconnu total à ce moment-là. Ouais, Je pense Après, que- l'avantage. Vas-y. Alors, moi, je pense qu'en fait, ils n'ont pas trop le choix de l'intégrer directement parce que je pense que la disparition de Will doit se faire très tôt dans le film pour que ça lance un peu la saison et que s'ils disent pas tout de suite que le démon Gorgon est sorti de quelque part, voir Will avec son vélo, avec un truc planté au milieu de la route, tu vas te faire mais what, qu'est-ce qui se passe? Alors que là, tu vois. ça. En fait, tu as eu directement un peu le parcours de ce qu'a fait le démon Gorgon. Il est parti du labo, il est ressorti, il a traîné dans le coin et il a vu Will, tu vois. Et le truc, c'est que t'es obligé d'avoir un petit chemin pour pas te retrouver devant un démon Gorgon un peu comme Will en disant what, qu'est-ce qui se passe? Mais moi je trouve que justement t'es pas obligé. Mais après ça c'est mon avis. Mais voilà, j'aurais aimé en savoir moins. Ok, Théo, ton flop. Moi, mon flop, j'en ai deux. Non, un tout petit. C'est Un flopiné. un flopinet, donc c'est Stranger Things, c'est la manière de répéter les choses. Donc je m'explique. En gros, dans Stranger Things 1, on voit le monde à l'envers avec le Démogorgon. Donc c'est une grosse menace. Ils arrivent donc pas avec de la chance, mais avec avec de la chance et un peu de talent à exterminer la menace. Et donc tout est bien, tout est beau, tout le monde ils arrivent, ils font le repas de Noël et tout. Et après ça recommence. Et on retombe dans un truc et t'as l'impression en fait que ça en finira jamais et que quoi que tu fasses en fait ça va revenir encore et encore. Et c'est ça un peu le problème que je trouve à Stranger Things, c'est que c'est du revu quoi. C'est là où il y a une volonté à la fin de la saison 2 de faire quelque chose qui s'arrête sans obligation dans la saison 3 au niveau scénario. Ouais. Quoi. Comparé à la saison 2, à la saison 1 où là on voit la larve sortir, on sait que le problème c'est qu'il est arrivé dans le monde réel. À la fin de la saison 2, honnêtement, t'as quand même le champ libre pour repartir sur autre chose. Même on parlait du labo tout à l'heure. Le labo, en théorie, il est fermé. L'autre, le professeur, il a l'air d'avoir retrouvé la raison, plus ou moins. Après, moi, j'ai des doutes. Mais même le labo, on peut s'en séparer. Du coup, il suffit de trouver un autre lieu maintenant. Mais moi, je trouve que justement, on peut, là, au niveau de la saison 3, on peut avoir un renouvellement sur ces points-là, justement, qui peuvent être un peu, quand même, Après, il faudra copier-coller saison 1, saison 2, effectivement. Moi, je vais coller mon flop à ton flop. C'est globalement la même chose. Et ça va être que, en fait, autant c'est un top dans la saison 1, puisque le fait que le monde à l'envers existe, tu fais ah ok, enfin, tu comprends pas. Enfin, moi j'étais ébahi devant ça en disant mais c'est magnifique, vraiment. Autant dans la saison 2, je trouvais que c'était trop un réchauffé. Et donc du coup le souci est que il est utilisé, il va être réutilisé et je trouve que ça fait réchauffer et que le fait que que tu connaisses déjà ta menace, tu vois, alors que tu saches pas comment tu vas la vaincre, c'est une chose, mais on connaît déjà le monde à l'envers, on connaît déjà le monde scientifique et autant alors là après ça peut rejoindre ton flop à toi Bertrand, c'est qu'à la limite imagine que dans le 1 t'as que le démon Gorgon et le monde à l'envers et dans le 2 tu mets la science qui revient, enfin je sais pas, c'est très vite mais ce que je veux dire c'est que là tu sais que ces deux menaces, elles sont encore présentes et que le monde à l'envers est toujours ouvert. Et ça fait très réchauffer et je trouve ça dommage. C'est ce qui a gâché un peu la fête, quoi. Ok, Mon flop. Robin. Je voudrais pas m'imposer, mais je suis invité quand même. Vas-y. Moi, je vais aller plus dans le spécifique pour essayer de sortir des sens larges, des discussions larges. Au premier visionnage, j'ai eu un épisode qui est un peu étrange de la saison 2, je crois que c'est l'épisode 7. Où 11 court derrière ses origines, etc. Et là, on a un épisode un peu hybride au final qui, au premier visionnage, m'a pas choqué. Au contraire, j'ai plutôt apprécié. J'ai bien aimé les références à la ville dans ces années-là, au film, les Warriors ou des choses comme ça. Un peu punk, etc. Donc ça, j'ai bien aimé. Au final, en revoyant la série, je dois admettre quand même que pour moi, c'est un flop. Parce que autant j'aime bien le contenu, j'aime bien l'orientation que ça donne, autant je comprends pas cette scission là entre ces deux épisodes, entre le moment où le démon Gorgon remonte et le passage de 11 en ville. J'avoue que là, au deuxième visionnage, j'ai eu un problème. Ça m'a vraiment paru grossier. Ça m'a coupé dans l'élan de fin de saison. Après, du coup, si c'est juste pour donner envie aux gens, c'est pas mal. Parce que du coup, effectivement, on a 1 heure où on comprend pas trop pourquoi on s'est arrêté en plein milieu de l'action. Donc ça c'est mon flop.
C'est un flop très spécifique, je sais. Mais pourtant, j'aime bien l'intérêt de cet épisode, mais je le trouve vraiment mal placé et je trouve que ça casse sa dynamique, ça casse le rythme, ça casse... J'ai pas trop compris au final le deuxième visionnage. Moi, je suis d'accord avec toi. Seulement, je suis dans le fait où ça casse l'ambiance et que, comme je disais, Hopper, il se retrouve face à un chien démon, mini démon gorgon, qui arrive face à lui et tu dis qu'est-ce qui va se passer, t'enchaînes avec l'épisode suivant et en fait c'est pas du tout ça. C'est quand même ce qu'on attend depuis une saison et demie. Oui. Donc, Non mais t'es carrément en mode genre, moi j'avais soufflé un peu. Je sais que au premier visionnage j'avais fait, franchement ça m'embêtait vraiment de regarder cet épisode. Et je m'étais dit, quand je regarderai la saison 2 une deuxième fois, eh bien je le zapperai. Et au final, je l'ai regardé, et j'ai vraiment bien fait de le regarder, puisque j'ai eu l'effet inverse de toi, c'est que j'ai apprécié en fait ce truc-là, et je l'ai vu autrement. Et en fait, je pense que c'est pour que Elf revienne d'une autre manière, et c'est pour introduire plusieurs choses, et en fait, c'est un prémisse pour moi à la saison 3. Tout simplement pour dire que Elf, déjà, elle n'est pas toute seule, c'est-à-dire que même si c'est la 11e, ça laisse potentiellement des frères et des sœurs qui vont arriver. Et donc du coup on peut voir un labo des scientifiques pour la suite disant voilà ça va être la science qui va un peu à la Frankenstein quoi, ça va être leurs créations qui vont s'élever face à tout ça, donc c'est pour les lancer un peu dans X-Men. Oui, ou X-Men. Non, mais c'est pour les lancer un petit peu dans l'univers, mais pas que, c'est pour aussi montrer Elf d'une autre manière. Je trouve que dans cette saison 2 t'as deux elfes. T'as la elfe de tous les jours qui est un peu destructrice, qui est un peu maladroite. Maladroite, mais qui a tendance surtout à un peu détruire. Tu vois, elle laisse libre cours à ses pulsions. En fait, elle a pas de maîtrise d'elle-même. Elle n'a pas d'éducation. Et surtout, c'est pas vraiment ce qui peut se faire. Et du coup, elle va faire en sorte d'extérioriser dès qu'elle est en colère. On voit le niveau sensoriel, elle développe beaucoup, très facilement. Et il y a la elfe avec Mike. Et avec Mike, elle va avoir ce côté très fille. On voit à la fin, elle est toute en robe, machin, même dans la une, mais ses petits cheveux, etc. On va pas créer la polémique sentimentale, on va dire. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour montrer deux facettes d'elfe aussi, ou de 11, qui font en sorte que ça peut être deux personnes bien distinctes, et que du coup, elle a un côté qui est très dark, et un côté qui est... lambda, fille, et qu'elle aimerait avoir en fait. Non mais ça je comprends bien, c'est ce que je disais, moi l'intérêt, la direction, tous les éléments que ça apporte sur la personnalité, sur l'évolution du personnage, il n'y a pas de problème. Mais moi c'est vraiment la transition qui au final m'a dérangé. Ouais. Non, la transition je suis d'accord. Moi juste pour ajouter un petit truc, moi ton flop il rejoint mon deuxième flop que j'avais prévu au cas où, c'était l'évolution de Elf. Autant dans la saison 1, elle est là et elle est très bien parce qu'elle a son rôle à jouer. Autant je trouve que dans la saison 2, les scénaristes savaient pas trop quoi en faire. Ouais. Et ils sont partis sur lui développer une histoire à elle que je trouve, moi j'ai du mal, je la trouve pas très intéressante. Je trouve que ça comble plus qu'autre chose, que la storyline elle est pas là et que c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, et que du coup, moi je trouve que tout le développement de Elf dans la saison 2, je le trouve raté. Moi, je trouve vraiment raté. En fait, il y a eu un choix scénaristique qui a été fait dans cette saison 2, c'est que Elf, en fait, elle termine un peu en mode avec Mike à la fin, en gros. Alors, on s'embrasse pas, mais il y a une retrouvaille et on joue vachement sur la séquence émotion. Et c'est en fait, c'est le choix. Et pendant, on va dire 6 ou 7 épisodes, il a fallu faire travailler Elf. Donc, autant dès le début, moi je la trouve intéressante avec Hopper, elle a un lien, elle peut pas sortir, etc. Donc, c'est prenant. Dès qu'elle s'en va, là, je trouve que c'est plus compliqué, c'est long. Et là, on essaie de faire traîner les choses en long et en large. Et au final, elle termine à rencontrer Mike, mais. Ouais. Moi, toute la saison 2, en tout cas, sur Elf, moi je suis pas du tout convaincu. Et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est aussi le cercle fermé sur Hawkins. Et là, ça nous amène sur autre chose, sur de l'extérieur. Et moi, j'ai peur qu'on parte sur quelque chose de très large par la suite, mais ça on verra bien. Et qui risque de pas me plaire. Ouais, pour moi, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, ça va prendre des dimensions, mais tout va, à mon avis, ça restera toujours à Hawkins. Et voilà. Je pense que et puis c'est les références aussi des deux créateurs, des petits lieux comme ça au milieu des États-Unis, comme des univers Stephen King ou des choses comme ça. Stephen Hawking, c'est pas mal non plus. Mais voilà, des villes où tu as l'impression qu'effectivement il n'y a rien d'autre qui fonctionne que la mairie. Voilà, que c'est très localisé, quoi. Et je pense qu'on va quand même rester là-dedans. Après, moi je suis d'accord avec toi sur que c'est l'introduction aussi d'une nouvelle possibilité pour les créateurs. Mais je suis pas sûr que ça soit une prémisse de la saison 3. Je pense plus que c'est une réserve pour un spin-off ou pourquoi pas, ou quelque chose comme ça. Après, on peut aussi imaginer un scénario où le monde à l'envers rentre vraiment et où effectivement en mode X-Men ou Super League, effectivement, ça me plairait moins. Ouais, moi ça me plairait pas du tout, mais c'est clair.
Ton flop a été dit. Ouais, j'avais un deuxième flop du coup. Mais on en parle un peu beaucoup, c'est juste de le dire. Moi, c'est 2 flops chacun. Quoi. Non, moi ça a été Dustin dans la saison 2. Ton flop Autant dans la saison 1, je l'ai bien aimé. Autant dans la saison 2, je pense qu'ils en ont fait un peu trop. Et il est un peu lourd dans son humour, toujours un peu exagéré les choses. Voilà, je sais pas. Après, on en parle pas. Moi, je trouve que c'est l'âge bête, hein. C'est l'âge bête aussi. Oui, non, mais autant Mike, autant Will, autant j'ai plus son Lucas, je les ai bien aimés. Ils sont encore dans leur personnage. Autant Dustin, je pense qu'ils l'ont fait un peu lourdingue. Et bon, après, je l'aime bien. Hein, c'est pas le problème. C'est juste que je pense qu'un petit peu moins d'humour, ce sera peut-être mieux passé. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, regarde tous les personnages, tu dis ils ont pas bougé, mais justement, c'est ce que disait, je sais pas si vous avez regardé aussi le Stranger Things Beyond, là. C'était archi intéressant, et du coup, c'est ce que disaient aussi les créateurs, c'est qu'ils sont confrontés à l'évolution des gamins. Oui, bah et que du coup, ils sont obligés de faire évoluer, la puberté, tout ça, les flirts, ils sont, en tout cas, eux ont fait le choix de l'aborder pour que ça soit crédible et pour que ça soit quelque chose d'immersif, quoi. Et tu regardes Lucas, quand même, il lui met bien l'envers à Dustin avec Max. Oui. Mike, il est quand même absent à la moitié de la saison. C'est un zombie. Enfin, il est dans le vide. Il est quand même pas lui-même. Il lui manque quelque chose. Il en manque 11. Enfin, tu regardes tous les personnages, ils tournent. Jonathan, il s'affirme. Steve devient magique à mes yeux, mais il change de configuration. Oui, mais il change bien. Tandis que Dustin, lui, j'ai l'impression que Dustin, lui, il a pas trop changé, mais ils l'ont juste alourdi en fait dans son humour. Ouais, mais ils l'ont creusé sur le côté sentimental, seul, un peu marginal. Je pense que ça peut avoir une importance au niveau de la cohésion du groupe. C'est comme dans tout groupe, quand il commence à y avoir des écarts, ça va créer des choses intéressantes socialement, je pense. Mais moi, du coup, j'avoue que je l'ai préféré saison 2 que 1. Alors, je l'avais adoré saison 1, mais 2, justement, je trouve qu'il prend une dimension un peu plus avec cette histoire avec Max. Et la dernière scène dans le bal, moi, j'adore aussi, où il veut justement, il cherche une fille, mais il en trouve pas. Enfin bon, c'est une catastrophe. Il l'a trouvé, on le voit bien, on voit bien. La petite, comment elle s'appelle déjà? Nancy. Non, la fille à qui il propose d'aller danser, qui refuse et qui après les regarde des coins de l'œil. Non, effectivement, c'est possible. Moi, après Dustin, j'avoue que c'est un que j'ai préféré la saison 2, mais bon, après, voilà. Mais ça doit être la cire à mettre dans les cheveux qui a fait les différences. C'est dedans aussi. Les conseils de style. Ok. Bien du coup, il manque ton flop, Robin? Non, mon flop que j'ai abordé, c'était l'épisode 7 de la saison 2. Et bien du coup, on a terminé avec les top et flop. Merci messieurs. Et nous allons pouvoir enchaîner avec le MVP de Bertrand. Mon MVP pour ce Stranger Things. Alors il y a beaucoup de personnages, contrairement à un film, au film que l'on aborde d'habitude. C'était compliqué, j'ai choisi de mettre Joyce Byers. Alors pourquoi j'ai mis Joyce Byers? Alors pour plusieurs raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Mais notamment, alors après la disparition de Will, c'est la première à être certaine qu'il est encore en vie, qu'il va le retrouver, qu'il va combattre pour ça. Par la suite, je trouve qu'en fait, toute la partie mystérieuse que moi j'aime de Stranger Things, ça passe par elle. Elle est le canalisateur de tout ça. C'est-à-dire que la scène des ampoules, ça va être elle. Le téléphone qui sonne, mais on entend les respirations de Will, mais on sait pas trop. Et encore une fois, c'est elle. Et quand on la voit s'enfoncer un petit peu dans ces ténèbres, c'est la partie de la saison 1 que moi j'ai le plus appréciée, que je trouve plus intéressante et qui rend la série intéressante. Et donc c'est aussi elle qui va convaincre Hooper de la suivre dans toutes ses enquêtes, dans cette espèce de quête pour retrouver Will. Et arrive la saison 2, où même si Will est retrouvé, il y a toujours des problèmes, et c'est toujours par elle que va passer ça, et notamment l'état de Will. Et pour toutes ces raisons-là, moi je trouve que c'est le MVP. En plus de ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est aussi la meilleure actrice de la série. Donc pour moi, c'est Joyce Byers. T'as complètement raison. Après, je sais pas si on peut en dire un peu plus, étant donné que t'as bien résumé le personnage, mais c'est vrai que du fait qu'elle peut paraître paranoïaque, que son fils soit là mais pas là vraiment, elle pourrait lâcher le morceau parce qu'il y a plein de personnes qui lui disent, même Jonathan, même Jonathan, il fait maman arrête, même quand ils sont dans la rue, c'est bon, vas-y, on est fini le spectacle. Là, à ce moment-là, il est lourd. Mais c'est vrai qu'elle pourrait lâcher prise en disant faut vraiment, ok, maintenant peut-être que mon fils a disparu, il faut que j'arrête. Mais non, elle tient le bout, elle tient tout ça, elle veut y aller, elle veut retrouver son fils, et franchement elle va jusqu'au bout. Ça franchement c'est cool, et le MVP, pour moi il est bien confirmé. Non, moi je suis d'accord avec le MVP, j'ai pas grand chose à rajouter, je trouve on l'a déjà dit avant, donc elle est parfaite. Ouais, ça faisait partie de mes tops, donc là-dessus j'ai pas de problème non plus. Ok. Mais voilà, je pense que
c'est un bon choix. Très bien. Merci Bertrand pour ton, encore une fois, un MVP Ton toujours frère. bien placé. Et ton frère. Telle la flèche de Legolas se plantera dans la tête du gobelin. Merci. Quel preneur, écoutez cette voix. Et donc du coup, on va apporter une nouveauté dans l'antre des maraudeurs. J'ai pris une liberté. On va faire un stop ou avance rapide. Je vous explique. En gros, je vais vous donner des personnages. Vous allez devoir vous arrêter. Donc on va faire ça. Vu que là on est 3, on en profite. Enfin vous êtes 3. Vous déterminez si vous voulez donc stopper sur un personnage ou avance rapide sur ce personnage, sachant que vous avez le droit qu'à 3 stops. Ok. Ok. D'accord. Donc ça va faire l'ensemble. Donc c'est vous dites on arrête pas et je vous en accorde un En quatrième. gros, puisqu'on fait sur les tous quatre les saisons. sujets Les que deux tu saisons. balances, on choisit d'en discuter ou pas. Voilà. Il y a Et- combien de sujets en tout, ça va? Non, en fait, il y a plusieurs. C'est juste globalement tous les personnages qu'on va rencontrer. Et à l'unanimité, vous allez. Donc, je vais D'accord. vous dire le nom, vous dites stop. Et s'il y en a 2 qui disent stop, alors on en parle. Si par contre vous avez déjà comptabilisé un stop, et donc du coup le but c'est Ok. de pas en dépasser 3. D'accord. Lucas, avance rapide ou stop? Avance rapide. Avance rapide. Avance rapide. Très bien. Max. Stop. Ok, 2 stops. Alors parlons de Max. Je te laisse commencer, vas-y. Moi, je trouve qu'elle apporte. Qu'est-ce qu'elle apporte, Mac? Je sais pas. De la rousseur. Elle apporte de la rousseur déjà. Non. Alors après, au début, elle est assez difficile à cerner. Elle se dévoile au fur et à mesure de la saison 2, contrairement à son frère qui est beaucoup plus mystérieux quand même. Enfin, son demi-frère. Oula. Précise, tu vas Bref, avoir ma raison. nouvelle, c'est ça. Voilà. Je trouve qu'elle apporte du charme, elle apporte un équilibre dans le relationnel du groupe parce que du coup elle fait partie d'un jeu amoureux de séduction. Du coup on peut faire avance rapide même dans l'histoire et du coup se projeter qu'il va y avoir quand même, je pense, un déséquilibre qui va se créer à cause des sentiments. Ben voilà, je pense que la bande va pas être aussi soudée tout le temps. Elle en redeviendra, mais je pense qu'il y aura un moment comme tous où ça va se casser. Puis parce qu'elle a de la gueule, bordel, quand même. Non, c'est clair. Moi, je trouve que l'une des forces de la saison 2 de Stranger Things, c'est ses nouveaux personnages en général, c'est-à-dire Max, son demi-frère Billy, également le personnage de Bob. Et donc le personnage de Max, bah, c'est clair, enfin tu le dis, elle a de la gueule. Et puis elle apporte vraiment quelque chose dans le groupe, dans l'histoire, dans l'intrigue. Et je trouve qu'elle est... Enfin voilà, les nouveaux personnages en général, ils sont tous très bien choisis, très bien amenés, et elle en fait partie. Et dans ce groupe-là, que je trouve, le quatuor de garçons, qui fonctionne, il fonctionne bien, mais ça apporte une fraîcheur et c'est parfait. Moi, je trouve très bien. Il y a aussi le côté 11 aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup. Oui. Je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose. Non, mais elle d'intéressant complexifie dans l'intrigue et ouais, c'est bien. Théo, Max. Bah non, moi je voulais pas trop m'arrêter dessus donc j'ai pas trop de choses à dire. Mais Ok. oui. Mike. Mike, non, moi, avance Stop. rapide. Avance rapide. Ok, avance rapide. Jonathan. Stop. Avance rapide. Oula, avance rapide. Sur Jonathan, ouais. Avance rapide. J'ai Ok, envie de m'arrêter. tant pis. Nancy. Avance Avance rapide. rapide. Ok, Steve. Stop. Ok, vous aimez sa coiffure. Très bien. Moi, ce que j'aime bien chez Steve, et c'est un peu expliqué dans Beyond the Sun aussi, c'est qu'il n'était pas forcément prévu pour tourner de cette manière-là, mais il a eu une évolution que les producteurs, enfin les frères de Far, n'avaient pas forcément prévu, et on va dire que au début, il est un peu présenté comme le petit ami un peu con qu'on n'apprécie pas, et il va avoir cette évolution qui va l'amener à être, devenir quelqu'un de bien et à faire les bons choix au bon moment, aux moments cruciaux. Et donc c'est pour ça qu'on apporte le personnage de Billy pour faire comme ils disent, un contrepoint, un antagoniste humain, pour reprendre leurs termes. Et du coup l'évolution de Steve, je la trouve super bien. Et on passe d'un personnage que t'es pas trop censé aimer, qui va un peu martyriser les geeks du collège, à quelqu'un qui au final devient attachant, Et puis un ami compréhensif, précieux. et un ami précieux. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du personnage de Steve et de la manière dont il a évolué. D'autres choses à dire sur Steve? Moi, je pense juste qu'il est aussi appréciable maintenant parce qu'il a été ça avant aussi. Du coup, justement, Oui, tout à fait. Ouais. je trouve que vraiment son évolution du début pour l'instant est très appréciable aussi. Et voilà, j'aime bien sa morale, son placement pour l'instant, je sais pas s'il est sincère, je pense. En tout cas, le mec paraît vraiment sincère. Ouais, Mais même sa position par rapport à Nancy, elle est carrément correcte. Enfin, contrairement à ce qui est véhiculé dans la saison 1. Oui, non, c'est ça, ouais. Avec les gamins, c'est pareil. Non, moi j'aime. C'est un de mes personnages phares de la saison 2.
cas. Enfin, moi, le seul point positif que j'aime bien. C'est Jonathan. Non, c'est vraiment l'évolution et le fait qu'il soit devenu appréciable et qu'on l'aime bien. Et après, ce que tu as dit aussi au niveau de Nancy, c'est que il pourrait revenir dessus en étant un peu lourdingue, en voulant vraiment aller vers elle. Vas-y, reviens Après, vers moi. il a peut-être pas tout dévoilé. Bah, peut-être qu'il n'est pas tout dévoilé, mais en tout cas, dans la saison 2, tu sens qu'il est un peu distant, qu'il a accepté entre guillemets le fait qu'elle soit partie, quoi. Et du coup, ça lui dévoile C'est un mec bien. Ouais, ça lui dévoile un nouveau jour, même quand tu vois avec. Quand il arrive avec un bouquet de fleurs chez pour merde, Il croise malheureusement Dustin. Oui, il croise Dustin, il fait viens on va chez moi, j'ai un démo chien dans ma cave, faut qu'on aille le buter. Et là il finit un peu en mode ouais qu'est-ce qui se passe pourtant. C'est un grand moment de retour de Steve. Il est énorme mais là on se dit à Steve. Tu sais il est vachement étonné, pourtant il y va quand même, tu sais mais toujours avec cette tête mais qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin, et il y va quand même, mais au final je veux dire carrément courageux, il rentre dans la cave et tout avec sa batte. Il a une gueule marrante en plus, sauf qu'il apporte vraiment autre chose. Autant dès le début, dans la saison 1, il est un peu détestable. Non mais comme Billy en fait, dès le départ, tu le vois en tant que méchant. Billy est détestable. Steve au début, mais il est vraiment déjà que accentué. le mec est. Non mais sans partir sur ça, mais bon dans le fond. Oui, mais Steve après, tu vois que Billy, très vite, à un moment dans la milieu de la saison 1, il y a déjà un twist de personnage qui fait qu'il devient déjà plus gentil et on l'apprécie d'une autre manière, même si bizarrement on veut pas que ce soit un rempart à l'amour Jonathan et Nancy. D'ailleurs ça c'est bien fait. Si, moi j'aimerais bien que ce soit un rempart à l'amour de Jonathan. Mais moi ce que j'ai trouvé bien fait entre la saison 1 et 2, c'est que la saison 1 on se dit bon bah ok elle va finir avec Jonathan et voilà, et on arrive dans la saison 2 et en fait elle est retournée avec Steve, et ça cette chose là, et puis on apprend plus tard que Jonathan ils ont pas parlé avec Nancy pendant techniquement on n'a pas le droit d'en parler. Non, mais je reste que sur Steve. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est remis avec Nancy dès le départ de la saison 2, alors qu'à la fin de la saison 1, pour moi, je le voyais pas comme ça. Puis le mec était une multitude de clins d'œil à lui tout seul. La tronche, la coupe, les fringues, les battes. Enfin voilà, le mec est une référence. Même le soir de Noël, quand il a une grosse avec son petit pull de Noël. Là, ah oui, non mais c'est une caricature, mais il en faut. Et je pense qu'aussi, mine de rien, au niveau du casting, je pense que c'est certainement un des meilleurs aussi. Enfin, il est bien, en dessous de Joyce. Winona Ryder. Voilà. Mais je pense que c'est un mec qui est capable de faire d'autres choses aussi, je pense. Ouais, non, c'est clair. Ok. Le père de 11, j'ai le médecin, j'ai perdu son nom de famille. Brenner. Avance rapide. Avance rapide, très bien. Dustin, on en a déjà parlé. Un petit peu. Moi je dirais stop, mais. Sur Dustin, est-ce que vous voulez. Sachant que c'est votre dernier stop. En fait, ça dépend de ton positionnement, quoi. Non, mais après, je sais pas si. On peut pas, c'est avance rapide. Avance rapide. Le choix est pour Robin. Ah oui. Alors après on arrête là. Ça va dépendre. Il y en a encore d'autres derrière. Il y en a 1, 2, 3, 4, avance 5. rapide. Avance rapide, très bien. Le prof de sciences. Ah, il m'a fait kiffer. Avance rapide. Oh, ouais, pas grand chose à dire dessus, mais il est génial. Il est génial. T'as toujours voulu avance rapide. Et l'acteur est génial aussi. Oui, on n'en dit pas plus. Par principe, j'aurais dit stop. Non, moi je vais faire avance rapide. Il reste quoi? Avance rapide, très bien. Oui, bien sûr, et vous allez faire maintenant donc Joyce Byers. On l'a déjà dit. On en a beaucoup parlé dans Avance rapide. Très bien. Bob. C'est qui derrière? Billy. Ouais, c'est chaud. Vous avez le choix entre Bob et Billy. Bah, je dirais avance rapide du coup. Moi je dirais avance rapide aussi, mais j'adore le clin d'œil, j'adore. J'aime bien Sean Astin, j'adore l'acteur, j'adore ce qu'ils en ont fait. J'adore sa mort. Je sais que ça change rien, mais je dirais stop quand même. Voilà, mais avance rapide. Ok, et donc Billy. Stop. Stop. Là, il y a un gros stop quand même avec ce Billy. Ouais. Dès le début, je veux dire, l'entrée en matière avec la voiture bruyante sur le parking. Tout à l'heure, on parlait un petit peu avec Steve de cliché à lui-même. Billy, c'est un cliché aussi. Et la tronche du mec, je veux dire, quand même, c'est pareil. Là, on est sur un casting haut de gamme au niveau. C'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que justement, il a un paquet de défauts. Et il est là justement pour pallier l'évolution de Steve et remettre un méchant humain. Et donc. Sociopathe, oui. Ah bah oui, lui, clairement. Il en tire une bonne, oui. Et donc, mais moi, Billy, j'adore ce côté-là, même s'il est un peu au final, peut-être, comment dire. Il est pas gris, quoi. Enfin, c'est un méchant, il a peu de nuances, voire pas du tout. Si ce n'est qu'il a des contradictions, enfin. Je m'explique.
c'est un gars qui fait genre, voilà, moi les filles, j'en ai plein, j'en ai un paquet. Pourtant, j'ai pas l'impression que c'est les filles qui l'intéressent. Mais ça, voilà. Donc quelqu'un a décidé de mettre le pied là-dedans, dans cette théorie. Bah écoute, le pavé dans la barre. Non mais voilà, enfin, je pense que c'est un. Prenez un café. Hein. C'est un gars qui refoule beaucoup de choses et c'est ça aussi qui fait toute sa haine, à mon avis. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un comme toi. Bah, y a pas de souci. Et nous allons laisser Bertrand. Mais voilà, et ce personnage-là, même si au final il a un peu qu'une direction, et bah c'est, je le trouve intéressant à nouveau dans la saison 2 parce qu'il apporte quelque chose d'autre et quelque chose qui va encore complexifier l'histoire, pas au niveau des démons gorgons et compagnie, mais plus sur le relationnel des personnes. Et moi j'ai apprécié. Il joue beaucoup sur Steve aussi, hein, même quand ils font du basket. Tu vois, vas-y, reste sur tes appuis, rentre dans la balle et tout. Enfin, il lui donne un peu des conseils, mais c'est du chambrage. Hein, mais oui, non, mais c'est du chambrage, mais c'est un peu du conseil. Puis du trash talk. Derrière, enfin, je veux dire, Steve, dès qu'il est en face de Billy dans la maison, direct, il met une grosse droite et tout, et ça change un peu, ça lui donne un peu confiance en lui pour la suite. Moi, je trouve que c'est vachement bien pour Steve. Et après, par contre, sur Billy, je trouve que autant il est méchant, enfin, il est considéré comme méchant, autant quand tu sais pourquoi, moi j'éprouve plus de la compassion pour lui plutôt que de la méchanceté et de tout ça, quoi, de la haine. Oui, bah ça traduit aussi un peu au niveau sociopathe, au niveau psychologique, ce qui est capable de faire l'éducation. Ça a aussi un parallèle avec l'actualité récente du monde et des États-Unis. Enfin voilà, je veux dire, une éducation comme ça, on voit que ça fait pas des gens stables. Et clairement, c'est quelqu'un de dangereux, hein, Billy. Enfin, on voit ce qu'il est. Arrêtons-le, pour la police. Non, mais je veux dire, concrètement, c'est quelqu'un qui est capable de tout, quand même, a priori. Hein. Non, c'est clair. Mais moi, je suis assez d'accord là-dessus. Il apporte de l'intrigue, pour le coup, parce qu'on le voit quand même repartir discrètement à la fin de la saison, hein, après s'être fait traumatiser par ses demi-sœurs. D'ailleurs, qui globalement, moi, j'ai trouvé qu'en revisionnant, elle a le même comportement que son père quand il dit dis-le, tu vois, faut qu'il et du coup, il après l'exemple de la cellule familiale. Tout à fait. On peut en parler pendant des heures. Hein. On peut. Mais moi aussi, je trouve qu'il apporte beaucoup. Après, il y a cette fameuse théorie, effectivement, de l'homosexualité refoulée. Éventuellement, ouais. Alors après, c'est quand même très contradictoire avec le moment où il démolit la tête de Steve. C'est ça, mais pourtant, Steve, je pense qu'il aime bien. Mais il y a quelque chose qui est torture. Moi, je pense, enfin, je vais aller plus loin, on verra bien, mais moi, je pense que Steve, il l'aime beaucoup et qu'il l'accepte pas. Et c'est pour ça qu'il est aussi, brutal avec lui. Ouais. Oui, puis dans American Beauty, c'est pas un petit peu la même chose. C'est un peu le même schéma, ouais. Donc, c'est plausible, moi j'y crois, enfin, c'est quelque chose qui me paraît plausible. Après, ça expliquerait beaucoup de choses aussi au niveau de son comportement, parce que bon, il est quand même très excessif, quoi. Non, mais ça, il est pas équilibré, il s'assume pas, et puis tout ça fait qu'il est ce qu'il est, au final. Mais on aime bien. Ok, maintenant on va passer sur les questions du film, des questions de films qui vont porter plus sur l'avenir, auxquelles vous pouvez vous référer sur le passé. Et donc la première question c'est, pour vous, est-ce que Will est encore infecté ? Oui. Moi non. Ils ont chassé le virus, ils l'ont bien chassé, hein, avec la chaleur et tout. Tu vois bien qu'il est en train d'extraire le virus, comme on disait tout à l'heure. Et pour moi, non, ils ont complètement annihilé la menace. Moi, je pense, dans Will en tout cas. Je pense que. Enfin, je serais très étonné que sur la saison 3, ils reviennent avec le Will qui est le porteur du mal. Ils vont annoncer plus ou moins de toute façon. Et donc, Will serait un peu mis de côté pour les trucs torturants. Tranquille là-dessus. Donc, non, pour moi, il l'est plus. La menace sera ailleurs. Alors moi je vais être contradictoire, pour moi il y est quand même, parce que ce qui dégage, c'est pas le parallèle qu'il a toujours eu avec, enfin du coup après son expérience dans le monde à l'envers, qu'il a toujours eu avec le monde à l'envers, ça lui est pas venu du grand monstre, je sais plus comment il s'appelle, en fumée là, qui lui est rentré dedans, et c'est ça qu'ils expulsent à la fin. Donc pour moi il y aura toujours cette faille là avec le monde à l'envers. Après ils ont clairement annoncé que leur choix aussi c'était de laisser un peu part un jeu d'acteur autre que l'enfant torturé. Donc a priori, ça sera d'autres personnages qui prendraient la place des torturés. Donc après, là, c'est pareil, il y a plein de théories. Hein. Il y a Dustin, il y a Hooper. Justement, du coup, on enchaîne. Est-ce que Dustin et Hooper vont-ils être à leur tour infectés ? Je pense que c'est la piste la plus plausible. Des fois, il ne faut pas tout le temps chercher à faire du sensationnel. Pour le coup, ça fonctionnerait bien. Moi, je pense. Hooper, je pense. Dustin, je sais pas trop. Il y a litige parce qu'il a son petit foulard devant le nez. Puis il a son masque plongé. Il enlève bien au bout d'un moment parce qu'il dit un truc dans la bouche. Il enlève, il tousse, il prend des bonnes bouffées de ce qu'il y a dedans.
Cooper, c'est sûr, hein, je pense. Mais Pourquoi le moment où il se fait emprisonner, en bas, c'est pareil, il prend des spores, il s'endort. Ah ouais. Je sais pas moi si ça tournera encore sur ces histoires d'infection et si ça va pas prendre une autre tournure avec les menaces du monde à l'envers. Je sais pas si ça va être encore, ça va tourner encore de gens infectés. Moi je pense qu'ils vont vouloir aller ailleurs. C'est pas impossible, mais moi je pense qu'ils vont vouloir aller ailleurs. Donc j'irai non. En tout cas, si Jim il est infecté, ils vont perdre une grosse aide précieuse dans les futures enquêtes. Ça dépend quel est son rôle. Regarde, au final, le rôle de Will, il est quand même silencieux. Mais son rôle cette année, justement, même si effectivement on connaît le monde à l'envers, l'intrigue est plus la même, mais quand même le fait que ça soit un espion, toute cette sphère-là, elle est quand même vachement intéressante pour le personnage de Will en tout cas. Tu vois. Son rôle est, dans l'histoire, elle est quand même primordiale. Donc Hooper, qui a un lien X ou Y, je sais pas de quelle manière, avec le monde à l'envers, ça peut aussi avoir de la tronche, quoi. Je ne veux pas dire de grossièreté. Est-ce que du coup, pour vous, le père de 11 est mort? Non. Non, je pense pas. Non, mais je sais pas. Est-ce que pour vous, on va le revoir dans les prochaines saisons à venir? Oui, moi je pense, ouais. Et dans quel cas? Ça, c'est dur à dire, mais pour moi, je pense que la saison 3 va s'orienter pas mal autour de 11, justement, et peut-être même de ses semblables. Et donc, du coup, pour moi, le père, il aura un rôle à jouer là-dedans. Comment, lequel, je sais pas, je le vois pas comme un grand gentil en tout cas, mais à mon avis, non, il est pas mort. Non, je sais juste sur les morts de... Non, moi je pense pas. Je pense que il y a toujours un lien quand même qui est ultra fort. Enfin, je veux dire, l'histoire vécue, plus pour l'une quand même, qui est un peu plus marquée, mais non, je pense pas qu'il soit mort. Puis au pire, il réapparaîtra comme dans la saison 2, mais il est pas mort, le personnage est fort. Non, je pense pas qu'il soit mort. Très bien. 11 a donc au moins une sœur. Est-ce que pour vous, elle a des frères et sœurs et quel avenir pour justement cette famille? Moi, je pense qu'elle en a eu, mais je pense que c'était plutôt des échecs. Ça a mal fini. Ou alors, ils n'ont pas su les exploiter. Et je pense que le numéro 8 et le numéro 11, on peut les appeler comme ça, et c'était plus fort que les autres. Et en plus, survivre à tous les tests qu'ils ont eus. Ils sont assez normaux, entre guillemets. Peut-être que pour moi, les autres, ils ont peut-être succombé un peu à la tentation, ils sont devenus fous, ou un truc comme ça, ils ont perdu la tête, tu vois. Ou alors c'était pas bien, comme végétatif. Moi, je pense qu'on en verra d'autres. Pour moi, 8 et 11, c'est pas les... il va y avoir d'autres chiffres. Et à mon avis, ils seront pas tous là. C'est-à-dire que peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on apprendra que 4 et 7 sont morts, comme tu dis, ce genre de choses. Mais pour moi, on va en découvrir d'autres parce que je crois que ça va partir là-dessus. Alors moi, je suis pas trop fan de cette... comment dire, si ça avançait de cette manière-là, je serais pas forcément le plus ravi, mais je pense que si 8 elle est là, c'est pas pour dire ah bah tiens, il y a 8 et voilà. Non, je pense que c'est pas impossible, mais quand tu vois dans le flashback, quand elle regarde à travers sa mère, quand elle lui montre des visions, tu vois donc je sais plus comment ça s'appelle dans la série, mais tu vois le numéro 8 et le numéro 11 à côté. Ça aurait été numéro 10 et numéro 11, j'aurais compris qu'ils sont ensemble. C'est Cally. Ouais, Cally. Ouais, donc Cally, ils sont... Cally et Jen. Cally et Jane, ils sont à côté, mais c'est numéro 8 et numéro 11, ça aurait été numéro 10, numéro 11. J'aurais compris qu'ils soient ensemble. Mais là, je veux dire, c'est un chiffre assez éloigné. Il y a eu des enfants entre deux. Pourquoi il n'y a pas eu le numéro 10 avec le numéro 11? S'il y avait un 10, ça peut être. Moi, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où le 10, c'est le... Enfin, le... Attends, 10, non, mais vous êtes distrait, là. Non, le 10, Killy. 10 Mitty. 10 Mitty. Oui. Cally, Mitty, Jane. Ça devient gênant. Très bien. Du coup, moi, je voulais dire... Effectivement, là où tu as raison, c'est que 11, ça laisse ouvert à 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 11. Là où, en réalité, de manière pragmatique, et je l'ai calé... on n'a pas d'éléments pour dire qu'il y en a d'autres en soi. Les seules visions qu'on voit, on n'a que les deux sœurs. A priori, pourquoi elles l'ensemble dans cette pièce-là alors que ça ne suit pas. Enfin voilà. En soi, on n'a pas d'éléments pour dire qu'il y en a d'autres. Après, oui, moi je pense pas que ça sera l'orientation de la 3. Au contraire, je pense que c'est une porte ouverte pour éventuellement retomber à un moment donné. Pour tester et peut-être pas un spin-off parce que mine de rien la franchise Stranger Things se tient bien, donc pourquoi pas. Mais je pense qu'ils vont rester sur du Stranger Things pour la saison 3. Hein. Moi je pense qu'il faut pas vous inquiéter. Moi j'ai un doute à ce sujet, mais on verra. Allez, justement, que nous réserve pour vous l'avenir du monde à l'envers? L'avenir du monde à l'envers spécifiquement? Pour vous, est-ce que le monde à l'envers, comment on pourrait le réutiliser? Vous, comment vous le réutiliseriez? Comment je le réutiliserais? Dans la saison 3, tu veux dire? Ouais. Moi, je sais pas vraiment, mais peut-être, pourquoi pas, une sorte de fusion entre le monde à l'envers et le monde normal,
qui viennent, enfin qui se remettent chaos, ensemble quoi. et que en fait les Non, mais Démogorgons et clairement, les c'est Démochiens, ça, ils Tu vont peux partir. ils vont directement être implantés dans la ville normale et non plus dans le monde à l'envers et qui pourront se balader un peu n'importe où, tu vois, attaquer n'importe quel humain et qui vont devoir faire parce que, enfin, je suppose que la création des Démogorgons et des Démochiens, ça va se faire directement dans le monde réel. Ils vont plus avoir ce trou pour passer où tu pourras le refermer et que pour refermer un monde qui est déjà implanté dans le tien, ça va être un peu plus compliqué. Donc moi, je pense que si ça par dessus, ça pourrait être intéressant. Je sais pas, moi ça ressemble un peu, je trouve, ce que tu viens de décrire à cette fusion des deux mondes, ça ressemble à un dernier épisode de saison. Genre si c'était le dernier épisode de la saison 3, je me dirais, ah ouais, c'est le cliff de fin, et puis du coup tout ça te donne très envie de regarder la 4. Est-ce que ça se Voire même une fin de série. En soit un truc à la Spielberg, une d'accord. invasion grossière, vraiment. Non mais pourquoi pas, moi je me projette là-dessus. Hein. Je me dis, vu la rapidité d'adaptation au niveau de la production, etc., entre la saison 1 et la saison 2, c'est quand même pas la même tambouille. Hein. Enfin, la saison 2, je veux dire, au niveau de la production, c'est quand même beaucoup plus massif, beaucoup plus hollywoodien. Alors après, on aime, on n'aime pas, mais c'est pas les mêmes choses qui sont mises en place. Ça joue pas sur les mêmes leviers que la saison 1, qui est beaucoup plus affective, quoi. Enfin, beaucoup plus... Ouais, non, mais elle est beaucoup... Enfin, je sais pas si elle est moins ambitieuse, mais en tout cas, en termes de production, elle l'est. Et moi, je préfère tout ce côté saison 1. Mais pour la saison 3, le monde à l'envers, il sera toujours là, elle va avoir un rôle à jouer. Moi, je vois bien une fin un peu catastrophe dans la saison 3, mais pas dès le départ, du moins. Ok. Décidément, il est pas bon. Non, vas-y. Moi, j'ai pas pu me projeter. Projette-toi. Je me sens un petit peu mis à l'écart, les maraudeurs. Non, mais moi, je partage un peu tout ça. Je pense qu'ils vont rester... le monde à l'envers va rester un peu ce qu'il est. Ça va peut-être pour certains tourner en rond, mais je pense qu'ils vont prendre ce risque-là de faire du Stranger Things. Moi, par contre, je me projette carrément sur la fin de série. Et pour le coup, vu la direction que ça prend, moi, ça me dérangera pas qu'on aille sur vraiment de la grosse SF, en mode le monde à l'envers crée une énorme ouverture. Enfin, voilà, quelque chose de... comme un gros film de SF pour le final. Ça me dérangerait pas, ça me donne envie. Après c'est pas moi qui scénarise, hein, bien sûr. Non, bah écoute, à voir. Moi, je suis... Mais je suis assez confiant sur le fait que ça se perde pas au niveau de l'image et au niveau du scénario, quoi. D'accord, non, moi je sais pas, j'ai du mal... Moi j'ai peur que ça se perde, justement. J'ai vraiment peur que ça se perde, et il y a des petits éléments saison 2 qui me tendent à penser ça. Maintenant, c'est quand même une série que j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir la suite. Là, on sait qu'ils ont signé pour une saison 3, 4, il y aura peut-être une 5e. La saison 3, j'imagine qu'elle va sortir vers Halloween prochain. Fin 2019. Il parle... Fin 2019. Non. À la base, il parlait de octobre, enfin fin d'année 2018, et il dit ça sera peut-être pas avant 2019, ce qui veut pas dire fin 2019. C'est ce que je comprends, moi. Je crois que j'ai cru lire fin 2019. Après, t'as peut-être d'autres sources. D'accord. Ce qui serait très long. Il nous faut une Game of Thrones, quoi. C'est ça. Très bien. Et pour terminer sur un univers un peu plus rose. Oui. Joyce et Hooper. Ah oui, c'est sûr. Moi, ils vont terminer ensemble dans le sens où s'ils ont fait mourir Sam Gamgee, c'est qu'ils vont forcément finir ensemble. C'était un peu le côté, en final, on espérait dans la saison 1 qu'ils sortent ensemble. Au final, il y a eu quelqu'un de nouveau. Malheureusement, il s'est fait tuer. Et justement, c'est le tremplin pour que Joyce retourne vers Hooper et qu'ils disent ah, mais non, en fait, ils vont être ensemble. Ouais, c'est ça. Moi, ils vont être ensemble. Ça se dirige comme ça. Après Hooper, je me demande s'il a pas un peu le profil du gars qui meurt en héros. Et non, mais c'est vrai, je vois le flic un petit peu qui, je sais pas, il a rien à racheter en soi, mais voilà, c'est lui qui va donner sa vie pour sauver le héros, et puis ça sera un drame de plus pour Joyce, ça commencerait à faire beaucoup. En tout cas, il y a une histoire entre les deux. On croit comprendre qu'au lycée ils ont été ensemble, puisqu'ils disaient qu'ils séchaient les cours, qu'ils allaient fumer des clubs entre deux cours, etc. Qu'il s'est passé quelque chose. On voit bien que de toute façon ils ont un passé commun. Oui, je pense qu'il y aura quelque chose entre les deux, peut-être pas tout de suite, mais il y aura quelque chose. Je pense que je sais pas s'il y aura quelque chose, parce que du coup l'entre-deux est intéressant aussi au final à tenir. Ça reste de l'humain, donc au niveau des personnages, ça me choquerait pas qu'il y ait toujours un sous-entendu et que voilà, ça soit des gens qui s'aiment beaucoup, mais qu'on sache pas trop pourquoi. Et qu'à aucun moment ça se concrétise. Ça me dérangerait pas. Pour moi, ça existe, ça existe dans la vraie vie. Ça me dérangerait pas. Je trouve que les deux personnages sont puissants l'un et l'autre, donc
au final, je trouve, enfin, ça me dérangerait pas. Après, ce qui serait intéressant, c'est que s'ils sortent ensemble, c'est quand même que 11 deviendra la demi-sœur de Will et que l'inverse. Non, mais mine de rien, au niveau relationnel, on crée encore un triangle, une espèce de fausse cellule familiale. Ça peut être aussi intéressant au niveau scénaristique pour le coup. Enfin, moi, je pense qu'ils deviendront ensemble le moment où un des deux personnages va mourir, entre guillemets, au niveau scénaristique. C'est-à-dire le moment où tu n'auras peut-être plus rien à dire, admettons, sur Joyce, eh bien, elle deviendra sa compagne pour qu'elle soit toujours là, en fait. Bien sûr, juste pour ça. Mais ce qui peut être plausible en saison 3, effectivement. Du coup, si c'est plus Will qui est concerné. C'est ça. Donc, par exemple, après, ça viendra sur le temps. On n'aura pas forcément, dans les premières minutes... Voilà, ils vont pas s'embrasser direct, mais je pense qu'ensemble, ça va pas se faire tout de suite. Moi, je le vois pas spécialement ensemble après, parce que ils s'aiment bien et tout, mais c'est... On sent qu'il y a un passé commun quand même. Ouais, il y a un passé commun, mais de là à dire ils vont être ensemble, enfin, tu vois, ça fait un peu genre la personne que tu retrouves 15 ans après, enfin... Je sais pas, moi j'ai toujours... Moi je souhaiterais presque qu'ils soient pas ensemble. Ouais, moi aussi, moi j'aimerais bien qu'ils soient pas spécialement ensemble. Qu'ils s'aiment beaucoup. Moi j'ai vraiment cette impression que Joyce, c'est l'occasion manquée de Hooper. J'ai toujours, moi ça me donne vraiment cette impression-là que c'est celle qu'il a manqué. Et je pense qu'il y a une... Ouais, je sais pas, il a pas manqué. Je pense que son histoire, il l'a subi. Voilà, son histoire avec son ex-femme et sa fille. Pour moi, je le vois comme un peu l'amour de sa vie, etc. Donc après avoir. Mais je le vois vraiment comme ça, moi. Ah, moi non. Moi, pour le coup, pas du tout. Pour le coup. Moi, quand il lui dit c'est moi que t'appelles en premier, etc., on voit qu'il est proche. Non, c'est pas pareil. Quand je t'appelle en premier, c'est uniquement pour son côté flic. Ouais, je pense pour moi, je le vois pas en mode genre. Je te pique. Non, parce qu'au début, elle est obligée de le pousser un petit peu aux fesses pour qu'il s'alerte. Donc, tu vois. Ouais, mais ça peut. C'est pas. Ouais, mais c'est peut-être ça qui ranime un peu le truc. Ah, oui, ça, par contre, oui, c'est sûr. Moi, à voir, mais ça va être intéressant en tout cas. Ok. Eh bien voilà pour les questions sur le film. Et maintenant, nous allons pouvoir enchaîner sur ma traque du rôdeur. 3 jours et 3 nuits de poursuite, sans manger, ni se reposer. Et aucun signe de notre gibier, alors que peut bien raconter un rocher? Donc sur la traque du rôdeur, cette semaine, j'ai décidé d'apporter je vous apporte des choses qui se sont passées dans la saison 1 et 2 et vous me dites si c'est plausible, pas plausible, ce que vous en pensez, ce que vous en faites, etc. pour vous commencer à avoir l'habitude. Donc pour la fille de Hooper, apparemment ferait polémique sur la toile, où des fans justement, il est mis en place une théorie disant qu'elle a fait objet d'expérimentation au sein du labo Dawkins, qu'on a déjà vu avant dans la série. Je vous refais le topo. Sarah, donc une fille qui est malade, on dit qu'elle a un cancer et qu'elle meurt du cancer. Mais elle est forcément incurable, elle a une disparition qui est très soudaine. Et on a imaginé on peut imaginer Hooper accepter, parce qu'on voit qu'il veut tout faire pour sa fille, accepter qu'il fasse subir un protocole expérimental sur sa fille, disant il faut la sauver, là les médecins disent non, on ne peut plus. Et là justement, il pourrait tester quelque chose. Et il y a un fan qui a remarqué quelque chose, et quand je l'ai lu, j'ai fait moi aussi ça me l'a fait penser tout de suite. On voit une image à un moment, vous l'avez tous vu, où dans la saison 2, il y a Bob qui est devant les écrans et on voit tous les écrans, notamment un qui descend les escaliers. Vous avez en image ces escaliers. Et bien du coup, imaginez maintenant ces mêmes escaliers, mais dans la saison 1, où Hooper est dans une cage d'escalier en train de pleurer. Il a lu une histoire à sa fille, je crois, à ce moment-là, etc. Et on lui dit que ça va être plus possible. Enfin, voilà, il comprend rapidement. Et on le voit pleurer, et bizarrement, ce serait exactement les mêmes escaliers. Est-ce que vous croyez justement que sa fille ait eu un lien expérimental avec le labo ne lui soit pas totalement inconnu ou pas? Non, pour moi ce serait pas du tout. Pour moi je vais te dire ce serait même, je peux dire catastrophique, ce serait beaucoup. Mais pour moi pas du tout parce qu'en fait la fille de Hooper, elle a juste un rôle de fonction, dans la série. C'est-à-dire elle est là simplement pour expliquer, enfin pour mettre le comportement qu'a Hooper par la suite et notamment envers Elf. Et son rôle, alors malheureusement très court, de la fille de Hooper, il n'est là que pour ça. Et pour moi, son rôle, il est terminé à partir de là. Et c'est une belle théorie en soi, hein, mais d'un point de vue scénaristique, ça me paraît infaisable. Moi, ça me paraît pas non plus très, très plausible. Et sans intérêt. Et puis, elle est utile là où elle est. Enfin, il y a des détails, il y a une anecdote à un ami qui a trouvé ça, mais au moment du décès de la fille de Hooper, elle a une espèce d'élastique bleu dans les cheveux.
qui est ensuite porté par Hooper, au quotidien, qui le donne à Elf pour le bal de la dernière, du dernier épisode. Donc il y a un lien, elle est utile, donc du coup elle crée, elle permet justement à 11 et à Hooper de vivre aussi. Elle a cette relation un peu ambiguë, elle crée cette relation un peu ambiguë. Elle a vraiment un rôle que de fonction dans la série. Moi je trouve qu'elle est très bien la voilée. Ok. Deuxième théorie, le monde à l'envers serait en effet un être vivant. Je m'explique. Donc littéralement un être vivant, d'accord. Ce serait quelqu'un qui serait touché plus ou moins par ça et qui ferait extraire un peu tout ce monde. Et donc on peut voir que c'est un monde qui est globalement intelligent. Donc il envoie les démons gorgons, il supprime des gens, enfin voilà, il a une certaine intelligence en fait. Et il réagit rapidement aux menaces qui peuvent être face à lui. En général, il arrive très vite à entrer en interaction avec ses ennemis. Et en fait, les démons gorgons seraient un système immunitaire en fait, représenter le système immunitaire, et le flagelleur mental serait, qu'on voit quand il crée les espaces, etc. partout, ce serait en fait les veines qui se nourrissent d'une énergie soudaine, etc. Est-ce que vous croyez à cette théorie ou pas du tout? Too much, pour moi too much, donc je dirais non. C'est un peu trop contrôler un monde entier pour que le monde à l'envers en soi, même les bâtiments et tout, que ce soit un être vivant. Mais non, mais qu'en fait le monde à l'envers est un être vivant si tu veux. Après, faut pas le prendre non plus comme une créature qui a une peau, quoi que ce soit. Après, qu'il lâche ses veines, je dis pourquoi pas, peut-être en fait, si tu dois le représenter, c'est un être vivant. Ouais, c'est ça, non, je vois ce que tu veux dire, mais pourquoi pas un être vivant qui s'est installé là, qui a créé un monde de ça, et qui lâche un peu. En fait, c'est le corps de quelqu'un. Ouais, c'est ça, pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas. Non, moi je suis pas convaincu du tout. Et puis, de toute façon, dans les médias de la série, c'est sûr que non. Parce qu'ils ont encore besoin de nourrir, on sait pas si le flagelleur mental c'est la fin entre guillemets du méchant. Après, d'ailleurs, au passage, je le trouve très joli, le flagelleur mental. Oui. Il représente bien ce qu'il est, du coup. Ouais, c'est sympa, sa fumée et tout, etc. Mais non, moi je pense pas. Très bien. Je crois pas. Ok, et troisième théorie, donc on peut voir que le saignement de nez devient une signature chez Elf. D'accord, donc dès qu'elle utilise son pouvoir, boum, elle saigne du nez. Et si à chaque utilisation, elle ne perdait pas un petit peu plus de ses pouvoirs et diminuait donc sa vie. On voit qu'elle devient de plus en plus forte, etc. Et qu'au fur et à mesure du temps, il y aurait une théorie qui dirait que justement, Elf perdrait un petit peu de ses pouvoirs à chaque fois, et qui la condamnerait peut-être à mourir en tant que sacrifice pour Mike ou pour Hawkins. Donc pour vous, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Moi je trouve que ce serait intéressant, pour le coup, contrairement aux autres théories, je la trouve intéressante celle-là. Après moi ce qui me semble très compliqué, c'est que dans une série ou dans une œuvre, c'est difficile de tuer des enfants, que ce soit un sacrifice, un meurtre, ce que tu veux. Et moi j'ai du mal à voir ça mis à l'écran. Moi j'ai du mal à voir ça. Enfin, tu sais, dans 4 ans, si on part sur 2 ans à chaque fois, dans 8 ans, mais même 6 ans, 7 ans, ça sera plus des enfants. Hein. Enfin, oui, physiquement en tout cas, déjà qu'il y a déjà. C'est vrai que d'ailleurs, physiquement, il y a une vraie transformation entre la Elf et Beyond the Scene. Entre l'actrice. C'est ça, et puis du coup, il faut rajouter à ça 5-6 ans, tu sais, ça sera moins l'image de l'enfant jeune. À long terme, non, mais si c'est à si long terme que ça, pourquoi pas. En fin de série, ouais, moi c'est vrai que je vois bien. Mais dans l'immédiat. Je ne pense pas dans l'immédiat. Dans la prochaine, non. Pourquoi pas après, ouais. Dans la prochaine, non, mais pour la fin, moi ça. Et puis Elf, enfin 11 plutôt, parce que Elf, je suis litigieux là-dessus. Mais autant on l'a adorée, autant elle nous a un petit peu fatigués aussi, autant on a eu l'impression de la perdre. Enfin, autant elle nous a un petit peu gavés dans la saison 2 à certains moments, même si moi j'adore toujours. Si le personnage finit comme ça, il n'y a plus de débat sur qui est 11. C'est elle l'héroïne, c'est elle qui tient toute l'histoire. Et si elle finit comme ça serait. Je trouve que ça aurait de la tronche. Elle vient sauver un peu tout le monde à chaque fois. Hein. Je trouve que ça aurait de la tronche. Ouais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Elf, ça veut dire 11 en allemand. Voilà, je sais pas si c'est fait exprès, mais Dr. Brenner, c'est très allemand. Elf, c'est 11 en allemand. Enfin voilà. Après, j'ai rien lu là-dessus, hein, mais. Ok. Juste pour l'anecdote, donc c'était sur la fille de Hooper. Je vois que ça vous inspire en tout cas. Non mais oui, non, mais pourquoi pas. Après tout, peut-être qu'ils ont une consonance allemande, je sais pas. Mais c'est juste pour finir. D'ailleurs, invasion peut-être. Justement, la chose qui a été remarquée dans les épisodes, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, Sarah quand elle a un animal en peluche, c'est un tigre. Et ce tigre-là est retrouvé à un moment dans la saison 1 quand Hooper va dans le monde à l'envers, il met la lampe torche sur quelque chose et là on voit un tigre en mode dans le monde à l'envers. Donc c'était pour faire signe à ces choses-là. D'accord. Et donc voilà pour la track du rodeur de cette semaine. Bien, merci à toi. Maintenant ça me fait plaisir. Merci. Bon travail. Mais on peut donc maintenant enchaîner sur le quiz de cette semaine qui va comporter sur donc tout Stranger Things, la saison 1
et 2. Tout à fait. Et Bertrand, nous t'attendons donc maintenant pour ton quiz. Donc cette semaine sur le quiz Stranger Things, je vous ai préparé quelque chose d'assez spécial. Donc encore une fois, ça va être de la coopération, mais je me suis dit, nous sommes 4. Si on prend bien en compte, Will, Mike, Dustin, Lucas sont 4. Donc voilà ce qui va se passer cette semaine. Je suis Will, je suis prisonnier du monde à l'envers, et vous allez devoir aller me chercher et me délivrer. Comment faire? Vous avez 4 paliers de questions. Les 2 premiers paliers comportent sur la saison 1, les 2 seconds paliers, enfin 3e et 4e, comportent sur la saison 2. Ok. Il y a 3 questions par palier. Sur la première question, vous pouvez répondre tous ensemble, vous pouvez vous concerter, etc. Et si vous donnez la bonne réponse, vous pouvez envoyer l'un de vous 3 au second palier. Ah ok. D'accord? Ce qui fait que sur la deuxième question, vous n'êtes plus que 2. Et vous n'êtes plus que 2 à débattre et à vous concerter pour la réponse. Ah, t'as abandonné une personne au fur et à mesure du truc. C'est ça. En fait, quand on passe au palier 2, elle peut plus répondre. C'est une aventure collective comme Stranger Things. Comme les Goonies, on est les Goonies ce soir. Moi personnellement je suis Mike, hein. Après je sais pas vous. Eh bien, Non. alors, j'allais dire... C'est Dustin. Non, je suis Mike. Donc, ok, je suis Dustin. donc tu es Dustin Oh, et, putain, et tu seras j'ai Lucas. juste du tout envie d'être Lucas Sinclair. Eh ben, Hey, non. il y a Max. Ouais, il y a Ouais, Max. ouais, super. Tu seras Lucas. Le beau-frère Billy. Ah, j'ai trop de la chance. Et donc, si vous répondez tous les 3 aux 3 premières questions, vous êtes forcément au palier 2, et vous avez une 4e question, bonus, et si vous y répondez bien, ça vous fera un bonus elf. À quoi il sert ce bonus elf? C'est-à-dire que si... À s'imaginer, d'une part, mais surtout, si l'un de vous doit être coincé dans le monde à l'envers avec moi, s'il reste coincé à un palier, eh bien il peut utiliser ce bonus elf pour passer au palier supérieur. Ok, d'accord. D'accord? Ça va. Donc si je résume bien, en gros c'est si on répond bien à toutes les questions, on est 3 à passer au palier 2. On n'en abandonne pas un. Voilà, vous n'en abandonnez pas. Mais le but étant que au moins l'un de vous 3 Arrive au dernier arrive palier au pour bout. sauver. Il en Ok. faut un seul suffit pour D'accord. sauver tout le monde. Ok, ça marche. Ok? Donc, première question. Donc là, Ah, on chaud. répond tous. Hein. Vous répondez tous. On se concerte surtout. Vous pouvez vous concerter. Bon, là, je pense que ça devrait aller assez vite. Dans quelle ville de l'Indiana se déroule Ouais. Stranger Things? Los Angeles. Non. Hawkins. Oh, je joue pas comme ça avec le maître. Ouais, franchement, là, Hopkins. Oui, Oh, si, oui, si, oui. Hawkins. oui, oui. Hawkins. Oh. Attendez, la première question, on est déjà en train de. Ah Faut qu'on se concerte, les Je gars. veux savoir que pour l'anecdote, moi j'ai quand même détruit l'étoile nord et vaincu Volder. Faut C'est peut-être vrai. faire un petit mot pour dire quand on valide, tu vois. Non, mais Bah, c'est Hawkins. notre dernier mot, ça veut Très dire. bien, bah écoutez, c'est votre dernier mot et Voilà. c'est bien Stranger Hawkins. Things. Donc maintenant, lequel de vous 3 passe au second palier? Il ne pourra plus répondre aux premières questions. Lequel de vous 3 passe au second palier? Ah oui, d'accord. Ok. Bah, Ah, faut- on est mieux de laisser en fait celui qui connaît plus ou moins le plus, c'est ça? Bah, Les derniers, moi je me connais. Oui, bah je pense que vas-y je passe. tu passes? Non, Je sais pas. Moi j'ai aucune idée. Tu veux y aller, Florent? Bah sinon je suis chaud. Hein. Bah vas-y, va passer au Ouais, palier. il y Moi a je aussi vais en attendre. soi. Bah allez, laissons Robin, c'est l'invité, on le Ah, laisse au tu palier passes au 2 et on palier y va. D'accord, donc maintenant, Robin, tu peux plus répondre à leurs questions. Très bien, désolé de vous abandonner. Bonne note. Alors, selon Mike, quel chemin emprunte Will en référence au Seigneur des Anneaux pour rentrer chez lui? Je sais. C'est. Attention, Mirkwood. Hein. Ouais, je sais. Bah oui, bah Mirkwood. Il faudrait dire quoi? Mirkwood. Voilà, tout à fait, donc c'est bien Mirkwood, Attends, c'est bien ça, en vrai, c'est bien ça. et l'un de vous deux peut passer au second palier et rejoindre Robin. Vas-y, je me démerde, je me sacrifie. Tu te débrouilles. Ouais, vas-y. C'est-à-dire que tu le laisses aussi et ça, il va pas mourir toutes les semaines quand même. Non mais alors attends, il a encore une question pour bien répondre, et s'il répond mal à cette question, il a la question bonus comme il est tout seul, pour s'en sortir. Mais ça sera pas un Bon, bah, bonus. j'y vais avec Robin. Très bien, donc Théo, tu es seul dans le monde à l'envers, palier 1. Je suis tout seul, je suis tout seul. Théo, à la fin du second épisode, il y a une seconde disparition. Qui? Je veux son prénom. C'est. Merde, je sais plus si je l'ai. C'est. Les deux autres, ne l'aidez pas. Non. Non. Vous ne le voyez même pas. Vous êtes au second Oui, palier. c'est. Son prénom. Si t'as son nom de famille, je l'accorde aussi. Non, je passe son famille, mais. Ah oui, ok, d'accord, ouais. Barbara. Très bien, je sens qu'il y a eu une belle triche, mais... Non, trop pas. J'ai Robin... pas entendu la question. Ah d'accord, d'accord, j'ai vu ce qu'il y avait sur ton On joue poignet. pas avec le maître du jeu. Mais allez, je suis très gentil, je l'accorde, c'est effectivement Barbara. Ce qui fait que maintenant vous êtes tous les trois au palier 2, mais vous allez quand même répondre à la question, 4 pour avoir le. voilà, pour Pour essayer de décrocher un bonus elf. Quel objet, qui est en réalité un jouet, fait voler 11 dans le 3e épisode, Donc, tout le monde. quand elle est seule dans la maison? Vous pouvez tous les trois répondre. Moi je sais. Je sais.
Très bien. Quel objet fait voler 11 quand elle est toute seule dans la maison Ouais, chez Mike? Ouais. Bah oui, Vas-y. on est tous d'accord. Mais non, mais Elle fait voler un jouet. on peut peut-être se concerter Ah, pour ouais, pas se ouais. gourer. C'est Allez, pas allez-y, notre, hein, tant c'est pis. pas notre dernier mot. Le Faucon Millionnaire. C'est ça. Le Faucon Millionnaire. On est d'accord. Et Stranger Things, on dit. Eh bien, vous avez un bonus elf. Et on Stranger Things. Ah, super. Donc maintenant, au deuxième palier, première question. Qu'affichent les ampoules quand Will communique avec sa mère? Alors, je précise, Ouais. au début... Moi je sais. Ah, le mot? Alors Oui, attendez, je sais, attendez, je Il précise. précise, il précise. Je précise. En fait, elle dit où est-ce que tu es. Il affiche juste ici. Et ensuite, elle dit mais comment je dois faire pour te retrouver? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Qu'est-ce qui s'affiche? Moi, je suis. Tout à fait. En Stranger anglais, Things. run. Run, fuit, exactement. Qui passe au palier 3? On préserve le petit coco. Ça sera au deuxième, sinon moi je m'en fiche. Alors, le petit coco. Non, bah non, pas le pareil. Non, on va changer. Comme ça. Vas-y, Florentin. Flo, vas-y. Ah, ok. bah, Flo. Très bien. Je passe au palier. Allez. Bonjour. Seconde, Je vais voir Max. seconde question. Comment s'appelle le professeur de physique? Alors c'est leur professeur, moi j'ai mis de physique mais c'est leur professeur tout court je crois en fait. Mais leur professeur que l'on aime bien. Ouais, je l'ai pas. Maître. Dieu, je crois que au moment du Oui. bal. Ouais. Monseigneur, Monseigneur, ça passe, de la Monseigneur. Dark. Eh bien malheureusement c'est une mauvaise C'est réponse. Monseigneur. J'ai pas dit c'est mon Stranger Things. Non, il a pas eu moi Stranger Things, c'est pas la même. Flo tu ne peux pas, tu ne peux pas aider. Non, Je bah. fais le geste. Tu connais? Non, je crois pas. Pour moi, Monseigneur, ça passait, mais bon. Eh bien c'était Monsieur Clark. Monsieur Ah, Clark. monsieur. Alors vous avez deux questions encore. Donc dans le dernier épisode de la saison 1, quelle arme utilise Lucas contre le démon Gorgon? Alors, l'inspire. Alors, on se perd. C'est votre Stranger Alors, Things? attends. Oui, Oui, non, mais oui. Tu vois, il lance. et il C'est attaque. effectivement un Même lance-pierre qu'au bout d'un moment, il croit que c'est lui qui a pété le démo Gordon alors que c'est elle derrière. qui passe au troisième palier avec Flo. Vas-y, j'y vais. Tu y vas. Très bien, merci. Oh, c'est- laisse tu- les invités derrière. Non, mais ça fait Ah ouais, plaisir mais d'être tu- invité. tu Non, peux y mais aller, je reviendrai. Hein. J'ai jamais été endormi, mais par contre, j'ai été en train de. Non, non, mais vas-y. Très bien. Dernière question bonus. Si jamais tu as faux, tu pourras toujours utiliser le bonus L. Très bien. Durant toute la saison 1, le film L'Esprit d'équipe se joue au cinéma Dawkins. Steve veut notamment emmener Nancy le voir, d'autant plus que dans ce film, il y a l'acteur préféré de Nancy, ce beau gosse qui joue dans Risky Business. Elle a même un poster de cet acteur dans sa chambre. De quel acteur s'agit-il? Wow. Elf, viens à moi. Là, c'est dur, hein. Si je peux donner un petit indice, dans la saison 2, à Halloween, il est souvent déguisé comme ça avec ses lunettes de soleil et représente l'acteur de Risky Business. Il est déguisé en acteur de Risky Business. Et donc c'est cet acteur-là, donc Nancy a un poster de lui dans sa chambre, voilà, c'est sa vedette. Non, mais Qui de toute est-ce façon, je pense que j'aurais pas. Ricky Non, Martin. bah, Donc le bonus elf, bonus elf, très bien. cash. Et donc la réponse était Tom Cruise. Tom Cruise. Vous êtes maintenant au troisième palier. Comment s'appelle le nouveau petit ami de Joyce? Très bien. Il y a 4 Bob paliers. Newby. Bob Il y a 4 Newby. paliers. Et bien c'est Bob, surnommé Bob la Malice, qui va au quatrième palier. Bah, moi, j'ai jamais été en train de. Vas-y, on fait ça comme ça. Très bien. Donc Théo, tu es au Comment quatrième j'ai palier. tapé le dernier, j'ai eu bien le voir. Dans le second épisode de la saison 2, en quoi sont déguisés les garçons pour Halloween? Ghostbusters. En Ghostbusters. Stranger Things. D'ailleurs, je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans ces années 80s, mais Ghostbusters c'était très bien aussi. Oui. Et donc, qui part au quatrième palier rejoindre Théo? Vas-y. Non, là, Très bien. Vas-y, moi je triche, de toute façon. Flo, comment Dustin appelle-t-il son nouvel animal de compagnie? Dart. Ça va. Dart. D'Artagnan. Tout à fait, inspiré de D'Artagnan. Ce qui fait que vous avez le droit Inspiré au de bonus, Dunga, à de Dunga. essayer de Ah, prendre alors. un bonus elf, Ouais, allez, trop bon le bonus elf. un Je l'ai. dessin dans la chambre de Will Validé. représente Will avec un chapeau de magicien. Comment est intitulé ce dessin en sachant qu'il commence par Will le? Oui, le sage. Le sage. Will le sage. Stranger Son rôle. Things. Tout à fait. Eh bien, vous avez à nouveau un bonus elf. Vous êtes plutôt bien. On en a qu'un, moi j'en ai utilisé un. Oui, oui, vous en avez. On en a débloqué un deuxième. On a qu'un Ouais, seul. non, 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 mais il c'est pas y, mal. il y en a qu'un seul. Mais voilà, enfin, maintenant vous n'en avez plus qu'un seul puisqu'il en a Oui, utilisé un. Non, mais C'est oui, ça. c'est le deuxième qu'on va envoyer. Tout à fait. Et donc maintenant un seul qui sort et vous gagnez. Comme vous êtes encore tous les trois, vous êtes plutôt bien. Quelle capitale européenne est inscrite sur la planche de skateboard de Max? Madrid. Alors C'est là, ton Stranger Things?
C'est mon Stranger Things. Oh, bah, ça va, Eh bien, j'avais pas bravo. du tout, hein. C'est Bravo à maté. toi. Bien, ouais. Ah, on a bien fait de l'inviter. Ouais, Bravo, on a Robin. Et voilà, je vous fais aller au palier numéro 2, les gars. Eh bien, non, mais tu sors du monde à l'envers. Donc, vous aurez gagné quoi qu'il arrive. Maintenant, voyons si vous allez quand même sortir de ce palier-là. Dans quelle ville part 11 pour rejoindre Kali, qui est aussi... Non, c'est pas notre Toi, t'es parti. Toi, tu n'es plus là. Tu n'es plus là, donc tu ne peux plus répondre. Ah, il est plus là? Ah non, il est sorti du monde à l'envers. Pardon, excusez-moi. Ah, mais moi je croyais que du coup c'était en mode ça va, on était safe. Oui, bah quoi qu'il arrive, comme il est plus là, il pourra vous sauver même si vous chutez. Mais c'est simplement pour voir si vous arrivez à sortir aussi. C'est pas Los Angeles, c'est Chicago, ça me paraît. Je sais pas. Ah putain, il a dit en plus. J'ai pas. Ouais, mais je me souviens plus. Non, il a dit, je t'ai Non, mais c'est l'autre, c'est la grosse ville. Ouais. Vous voulez tenter quelque chose? Chicago. Un bonus elf ou Ouais, t'en veux Chicago, les Eh bien, c'est bien Chicago. Ah, Tout à fait. Tout à fait. Désolé. Troisième question. Quel nom issu de Donjons et Dragons est donné par les enfants aux monstres qui possèdent Will? Joueur mental. C'est bien, merci Mais c'est Robin. notre- On l'avait, on l'a Pardon, dit. merde, pardon. Ah, il est Mince bon. pour le gros mot. Ah. Ouais, mais là aussi. Hein. Effectivement. Et donc la question bonus était, afin de pouvoir sortir de la cabane, 11 souhaite profiter d'Halloween. En quoi veut-elle se déguiser? En fantôme. Eh bien oui, c'était en fantôme. Fantôme. Eh bien, Un vous, boubou. vous sortez tous les trois du monde à l'envers et vous me sauvez. Je vous remercie. Ça, Bah, fait fin de la plaisir. série. Facile, le démon gorgon. Nous, on a la fin en pire. Un dégage à coup de lance-pierre. Eh bien, merci beaucoup pour ton quiz, Bertrand. Toujours Ouais, franchement, d'une main de au top. maître. Et, Ouais. j'espère que vous, ça vous plaît. Déjà dans les quiz, j'espère que vous vous y retrouvez. Bien que vous ne soyez pas acteur de ces choses-là, j'espère que vous avez les réponses et autres. Eh bien, c'est déjà la fin de ce Stranger Things, le podcast numéro 9 de l'Entre des Mordeurs. Merci Robin. Bah, merci à vous, ça me fait plaisir. Reviens quand tu veux. N'hésitez pas à mettre des j'aime et à parler de moi, comme ça j'aurai peut-être un poste. C'est ça. Donc ça peut être surtout. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à interagir avec nous. Voilà, et puis si on peut le dire à la manière de Robin, voilà, nous on le fait à Rouen, on l'a dit plus d'une fois. S'il y en a qui veulent parler d'un sujet ou d'un autre et qui sont intéressés, qui sont dans le coin, qui veulent venir enregistrer une émission avec nous, bah il n'y a aucun souci. Hein. Ouais, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera et on vous paiera peut-être même à manger, à boire, qui On est sait. plutôt bien accueillis. Merci beaucoup. Donc du coup, eh bien voilà, merci à l'Entre des Mordeurs d'avoir participé activement. Merci à Théo, l'animateur. Bertrand, merci pour tout le travail qui est fourni en amont de ces émissions. Merci encore une fois à Robin d'avoir participé à l'émission de podcast. Donc n'hésitez pas toujours à nous suivre, à partager tout ce qu'on fait si vous aimez. C'est ça, la semaine prochaine, alors on fait la chambre des secrets, c'est bien ça hein? Tout à fait, nous partons Ah. sur la chambre de secret avec Ah oui. la petite surprise. Avec la petite surprise, des voix VF, et puis on reviendra un petit peu plus en détail sur Deauville. Mais voilà, en tout cas, déjà pour la chambre des secrets, si vous avez des choses à dire, des remarques, n'hésitez pas. Des questions aussi. C'est ça, ouais. Donc voilà. Merci Bertrand, merci Robin, merci Théo, merci à vous. Et encore un épisode podcast rudement bien mené. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut à tous. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts.
afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I hear it likes the girls. I ain't afraid of no ghosts. Yeah, 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 yeah. Who you gonna call? Ghostbusters! If you have a dose of a freaky ghost, baby, you better call Ghostbusters! Let me tell you something. Bustin' makes me feel good. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Don't get caught alone, oh no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call Ghostbusters! Ow! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! I think you better call